Mesdames et messieurs, investigatrices et investigateurs, cultistes et âmes perdues, après une année d'absence, une année à lutter contre les obligations du monde réel, l'abominable gardien est peut-être, je dis bien peut-être, enfin de retour. Cette chaîne, votre dernier refuge, au cœur des ténèbres du mythe, reprend vie, pour quelques mois, du moins si les grands anciens le permettent. Et pour ce grand ou petit retour, quoi de mieux qu'un classique, un monument du jeu de rôle horrifique, The Haunting, mieux connu sous nos latitudes sous le nom de Maison Corbit. Mais une histoire, aussi terrifiante soit-elle, ne serait rien sans celles et ceux qui la vivent. Donc sans plus attendre, laissez-moi vous présenter les 3 personnages de ce soir. Nous avons tout d'abord Muggy, qui incarne le tourmenté et exilé russe Igor Kerensky, un aliéniste de profession. Prophète également, qui incarne le jeune peintre japonais Takoshi Yosai, qui est un garçon extrêmement sensible, hypersensible, voire médium. Et pour finir, nous avons Monsieur Bozo, dans la peau de l'incontournable détective privé belge, l'arrogant, présomptueux mais talentueux Hector Panet. Ensemble, ils tenteront donc de percer les mystères d'une maison maudite à Boston en 1924. S'en sortiront-ils? Rien n'est moins sûr. Préparez-vous donc car le mythe ne dort jamais. Mettez un casque, éteignez la lumière et plongez avec nous dans l'horreur. La première partie commence maintenant. À tout de suite. Nous sommes le mardi 12 avril 1924. Il est 21h sur les hauteurs de Boston et il pleut. Au moment où commence l'aventure, vous êtes tous les 3 assis à l'arrière d'une Ford T qui file dans la nuit sur une route sinueuse qui s'élève comme ça sur les hauteurs de Boston. Vous allez rencontrer un riche propriétaire qui s'appelle Harvey Knott. Et il vous a contacté, voici une dizaine de jours, par télégramme, à Londres, vous sommant de le rejoindre pour une affaire très pressante. Il n'a même pas attendu votre réponse, il vous a envoyé des billets de première classe sur le Mauritania, et vous êtes partis tous les 3 comme ça. Les vitres sont ruisselantes d'eau, et vous apercevez en contrebas la baie de Boston, illuminée par les lumières de la ville, qui se dilue dans les fenêtres de la voiture. Je vous laisse quelques minutes pour échanger un petit peu, le temps pour vous d'arriver jusqu'à la propriété de Harvey Knott. Et je vais en même temps sortir le télégramme. C'est comme si, justement, notre ami Hector Panet le sortait de sa poche intérieure. Je vous le mets ici. Vous êtes déjà venu à Boston, messieurs? Et non, c'est une première pour moi. Je suis heureux de retrouver cette ville que je connais bien, oui. Ah, très bien. Tenez, voici le télégramme que j'ai reçu d'une connaissance, quelqu'un avec qui j'ai pu avoir par le passé un petit peu travaillé une petite enquête. Ça peut vous aider à comprendre un petit peu la raison de votre venue. Ce télégramme est pour le moins inquiétant. Oui, écoutez... Vous qui connaissez Monsieur Knott, vous savez pourquoi il a besoin de notre aide en particulier Je pense que étant une connaissance, quelqu'un avec qui il a pu avoir de bons contacts, il a peut-être voulu s'assurer un petit peu que quelqu'un d'expérimenté et en qui il pourrait avoir confiance prenne le bateau, traverse l'océan et vienne voir un petit peu ce qu'il en retourne. Et c'est quelqu'un, si j'ai compris, vous avez déjà travaillé par le passé avec lui, c'est plutôt quelqu'un de fiable qui vous sollicite si prestement ça vous paraît dans ses habitudes ou est-ce que... Dans ses habitudes, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai répondu assez vite présent. C'est justement ce qui m'interpelle, vous n'êtes pas non plus quelqu'un à répondre comme ça
à la hâte avant de préparer le terrain et autres. Effectivement, mais l'agenda était un peu vide ces derniers jours, donc pourquoi pas profiter un peu d'un voyage? Je vous cache pas, mon cher, comme d'habitude, je me demande encore dans quelle aventure vous allez nous lancer. Chauffeur? Encore combien de temps? Regardez, nous arrivons. Fort bien. Quelques minutes plus tard, vous arrivez en vue de ce manoir qui surplombe une sorte d'éperon rocheux et qui elle-même domine, éperon rocheux qui domine toute la baie. Lorsque vous approchez comme ça de la maison, il pleut à torrent, et la maison est très massive, c'est comme une sorte de maison victorienne, elle ruisselle d'eau. Il y a une grille de fer qui ferme en fait l'accès à un petit chemin de gravier qui mène jusqu'au perron. Le chauffeur ajuste sa veste, sort de la voiture sous la pluie, il ouvre la grille, la voiture glisse comme ça sur les graviers et vient s'arrêter devant le perron. Les phares éclairent encore les marches et la porte. La porte s'entrouvre et dans les phares de la voiture, vous apercevez cet homme. Le chauffeur vient vous ouvrir la porte et avec un parapluie vous guide sur les premières marches de la maison. Cet homme qui est devant vous, une sorte de majordome, avec cet air très rigide, un petit peu austère, et puis cet uniforme noir, se tourne vers vous dans l'entrebâillement de la porte, vous fait signe de la main de le suivre et se retourne. Vous l'accompagnez dans les couloirs, vous traversez un immense salon avec des tapisseries sur les murs et des tapis persans au sol, très très richement décorés, très très chargés, et il vous fait monter à un escalier qui mène à une sorte de palier qui donne sur le hall, et là, devant une grande porte en bois, il s'arrête, une porte en bois travaillée, ciselée, il tape de 2 coups et entrouvre la porte. Puis, vous le voyez reculer comme ça, et très rapidement, vous laissez la place. Vous entrouvrez la porte, et vous tombez sur une pièce, un salon. Il fait chaud, c'est agréable, il y a une odeur de cigare froid, un peu désagréable, qui se mêle à également des odeurs de cire à bois, et l'odeur également du feu. Il y a un homme qui vous tourne le dos. Il est tourné vers l'extérieur. C'est un homme assez trapu. Il est chauve. Et ce qui est particulier, c'est qu'il porte une sorte de peignoir en soie rouge, recouvert de motifs d'ornementation un petit peu asiatique. Il a les mains dans le dos, et lorsque vous entrez, il vous dit simplement « Rentrez donc, installez-vous. Je suis à vous tout de suite. » Il regarde toujours à travers la vitre qui dégouline d'eau. Que faites-vous, messieurs? Harvey? Et il se retourne. Vous apercevez cet homme-là. Pas très sympathique. Vous le voyez qui ajuste distraitement sa montre, à gousset, et il a une sorte de sourire un petit peu condescendant. Il s'est retourné sur lui-même, il vous regarde, il vous toise un petit peu. Et il vous invite à vous asseoir. Il s'assoit juste à côté du feu et prend sur une petite table, sur un petit guéridon, un verre de brandy. Il appelle son majordome qui vous demande si vous voulez boire quelque chose. Nous avons à parler, messieurs. Je vous invite à prendre une petite collation avant. Un thé pour moi. Un thé sera parfait également. Très bien. Il est à peu près 21h. Hein. Effectivement, vous n'avez pas mangé. Il ne semble pas avoir envie de vous proposer. Il est vraiment là. Il vous donne l'impression d'être là pour gérer cette affaire au plus vite. Et comment dire, assez rapidement, vous donner congé. J'essaye de l'observer et de regarder un peu dans son moi profond, savoir si c'est quelqu'un qui paraît, d'apparence sûr de lui, mais si derrière un peu tout ça, il paraît, je sais pas, un peu, je sais pas si c'est perturbé, je sais pas si c'est le terme, désorienté ou je ne sais quoi. Dans ses gestes, dans son attitude, est-ce qu'il y a quelque chose qui me parle un peu? Parce qu'il y a une première lecture qui peut être faite comme ça de quelqu'un d'imposant, mais... Il te donne l'impression d'être quelqu'un à qui on ne refuse jamais rien. Quelqu'un qui est vraiment sûr de lui. C'est pas une façade. Ouais. Voilà. Très bien. Donc moi je m'assieds sur un des fauteuils à proximité.
Il est Je me là. mets dans une position, un peu les bras comme ça, jambes croisées, prêt à l'écouter. Il y a le majordome s'affaire, il rentre, il sort, il vous amène vos différentes boissons qu'il pose sur le même petit guéridon et il prend congé. Moi, j'observe la pièce, je me mets dans un fauteuil où je le vois pas directement lui, et c'est plus l'environnement qui m'intéresse. J'essaie de voir des objets, des livres, essayer de cerner un petit peu sa personnalité parce que je ne le connais finalement pas tant que ça. Clairement, on comprend que ce genre de personne, comme c'était sous-entendu, son temps est compté. L'idée, ce serait peut-être intéressant d'aller au vif du sujet et de savoir pour quelle raison sommes-nous ici. J'y viens. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à mon invitation. Le service que je vais vous demander là maintenant requiert la plus grande discrétion. Depuis quelques années, mon cher Hector, vous n'êtes pas sans le savoir, j'ai l'habitude d'acheter de vieilles propriétés, disposant d'un peu de terrain. Et là, depuis un certain temps, je le fais principalement ici, à Boston. La plupart des bâtisses datent du 19e siècle et elles manquent clairement de confort moderne, on pourrait dire. J'ai donc monté une petite affaire avec un promoteur immobilier, Gordon Hudson. Un chic type, il travaille bien. Je détruis la maison et lui, il construit à la place un immeuble moderne. Tout simplement. Immeuble dont bien sûr je reste propriétaire et dont je peux ensuite louer les appartements à prix d'or. C'est le business. Toujours est-il que j'ai acheté, il y a 2 ans, une propriété sur Cambridge Street, North Cambridge Street. Ça semblait être une sacrée bonne affaire, cette propriété. Et je l'ai acheté justement à ce Gordon Hudson, qui souhaitait s'en débarrasser. Je montais des affaires avec lui, mais également lui est propriétaire de biens, il est loueur également, il a une agence, et il voulait se débarrasser de cette maison. Très bien, il me l'a vendu une bouchée de pain, et semblait plutôt pressé de me la vendre, cette maison. La famille qui louait à l'époque était partie, précipitamment, sans payer 3 derniers loyers. Une famille d'Italiens. Foutus immigrés italiens. Bref, c'est classique, quoi. Je n'ai pas trop cherché à comprendre sur l'instant, j'ai acheté cette maison, j'ai aligné le cash. Voilà. Et puis, quand j'ai engagé les travaux, voici à peu près 2 semaines, Gordon a envoyé une équipe pour démolir la maison. Vous me suivez là, jusque-là? Vous êtes là? Oui. Et les ouvriers se sont plaints. Se sont plaints de mauvaises odeurs, d'une atmosphère un petit peu désagréable. Alors que ce sont quand même des gens qui sont rodés à ce genre de travaux, à justement démolir des maisons qui sont en piètre état ou bien souvent abandonnées. Cela a mis une très très mauvaise ambiance sur le chantier, si bien que des types se sont bagarrés. Et l'un d'entre eux a fracassé le crâne d'un de ses collègues. Je crois d'ailleurs que ce pauvre type maintenant, à l'heure qu'il est au sanatorium, le sanatorium de Roxbury. En tout cas, aujourd'hui, moi, ça fait pas mon affaire. Les travaux sont arrêtés. Les ouvriers ne veulent plus se rendre sur le terrain tant que l'origine de ces perturbations ne sera pas élucidée. Alors j'ai demandé au contremaître, Mike Reynolds, je suis désolé, ça fait plein de noms, de mettre l'équipe sur un autre chantier, d'ici que le problème soit résolu. Voilà. Il avale son verre de brandy, il vous regarde tour à tour. La première fois qu'il vous regarde, avec un petit peu plus d'insistance. Alors, vous en êtes les gars? Bien entendu, je saurai me montrer généreux, en cas de succès, ça va de soi. Je vous donne, et là il sort de son peignoir en soie, il sort une liasse de billets. Je vous donne 25 $ par jour, par personne, vous 3 là. Et il y aura une prime de 200 $ pour chacun de vous quand je pourrai enfin renvoyer ces foutus ouvriers sur le chantier. Les faux frais, bien sûr, sont pour moi, pour peu que vous ne passiez pas vos journées au théâtre. Ah, n'est-ce pas?
Voici d'ores et déjà une avance de 50$ pour chacun. C'est énorme, hein. Pour l'époque, c'est énorme. Juste histoire que ça vous donne envie de commencer, les gars. Un petit détail qui me va mettre un peu de piment dans toute cette histoire. On a un vrai problème avec la maison, au-delà du fait que le chantier soit à l'arrêt. J'ai bientôt fini. Elle est sous scellé et surveillée par une équipe de policiers en ce moment même. À moins de rentrer par effraction, franchement, ce que je vous déconseille pour l'heure, il va falloir attendre qu'il lève le blocage. C'est à cause du type quand même, enfin il y a quand même eu mort d'homme, hein. Le mec il s'est fait fracasser le crâne à coups de masse, donc bon. Donc il y a enquête, hein. Ça non plus ça n'arrange pas mes affaires. Bon, après je connais bien la chef divisionnaire, certaine Kim Debrun. Vaut mieux l'avoir dans sa poche, celle-là, hein. Si vous savez lui parler, elle devrait pouvoir accélérer les choses. Et puis je crois que parmi vous, il y en a un qui la connaît bien, n'est-ce pas Hector? En effet, effectivement. J'ai eu l'occasion de travailler avec cette dame, un petit peu lors d'une de mes précédentes visites sur Boston, il me semble. Donc peut-être qu'elle se remettra facilement de notre ancienne affaire. En espérant, bien sûr, que vous ne cachez rien de désobligeant, mon cher Harvey. Mes affaires sont limpides, transparentes. Je suis dans les affaires, c'est tout. Je vole personne, je ne trafique rien. J'ai les mains propres. J'oubliais. Il sort de sa poche, il sort un trousseau de clés qui pose sur la liasse de billets qui est elle-même sur le guéridon. Vous devriez aller voir Gordon Hudson, l'ancien proprio. Moi, je pense que lui doit savoir des choses. Et peut-être, bien sûr, je vais pas vous apprendre votre métier, Reynolds, mon contremaître. Et j'oubliais. Mon chauffeur vous attend et va vous conduire à l'hôtel. Je crois que monsieur... comment vous appelez-vous déjà Yosai. Vous possédez ici un petit appartement à Boston, n'est-ce pas? Donc mon chauffeur vous y déposera également. Et ne me donnez pas l'adresse, je la connais. Et ne me demandez pas comment je sais, hein. Je le sais, c'est tout. Par ailleurs, je vais à regret me passer de Kurt, mon chauffeur, le temps de votre enquête. Donc je vous le mets à disposition, vous pouvez l'appeler à ce numéro. Il vous tend un petit papier avec un numéro griffonné dessus. Il sera là dans la demi-heure. J'y tiens donc, ménagez-le, s'il vous plaît. Sinon, il adore le chocolat noir. Messieurs, je ne vous retiens pas. Je vais vous montrer une petite photo du petit chauffeur, n'est-ce pas? Kurt. Bonne soirée, monsieur Knott, et à très bientôt. À très bientôt, et je l'espère avec de très bonnes nouvelles. Je compte sur vous. Sur le pas de la porte, il y a le majordome. Et une fois que vous êtes tous passés, il referme la porte silencieusement, redescend les marches en vous précédant d'un petit pas rapide et vous guide jusqu'au perron où la voiture est là, les phares qui éclairent les marches, et le chauffeur se tient juste sous le porche avec le parapluie pour vous guider jusqu'à la voiture. Le chauffeur vous conduit à vos logements respectifs. Pour la petite histoire, hein, Boston 1924, c'est... on va parler un petit peu rapidement. On est au printemps, hein. Le printemps est plutôt frais et très humide, avec des températures qui oscillent entre 10 et 15 degrés en avril. Le centre-ville, où vous vous trouvez, est très très animé, notamment entre les rues de Tremont Street et Beacon Hill. C'est exactement là où vous vous trouvez, vous êtes dans le centre. Il y a toute l'élite de Boston qui se retrouve là, qui fréquente des cafés, des théâtres. Il y a beaucoup d'automobiles, il y a beaucoup de voitures, de Ford, de T, et il y a également pas mal de tramways, déjà à l'époque. On est en pleine période de prohibition, et évidemment la vente d'alcool est interdite, mais il y a beaucoup de bars clandés, et notamment dans le nord, il y a une mafia, principalement italienne et irlandaise, qui fait transiter l'alcool par le Canada. Bon, il y a plein de choses à savoir, hein, mais on va dire que la criminalité est en hausse au moment où vous êtes à Boston. Il y a beaucoup de gangs et on peut dire que la ville n'est pas très très sûre. En grand divertissement, évidemment, le baseball déjà avec les Red Sox et le swing, la danse qui bat son plein dans les bars et les clubs. De grandes tensions raciales également, avec une montée du racisme, notamment contre les immigrants italiens, irlandais et juifs. Le Ku Klux Klan est en train d'étendre son influence en Nouvelle-Angleterre, notamment à Boston, qui en est la capitale. Boston reste un port majeur, il reçoit des navires marchands du monde entier. Voilà pour ce petit point rapide. Alors, vous allez pouvoir descendre au Brunswick Hotel, qui est un palace. On peut dire que Monsieur Knott ne s'est pas moqué de vous. Donc vous descendez, je vous le montre, on y va de rechef. Grande bâtisse. Donc nous, c'est le soir, hein, c'est la nuit, il pleut. Allons faire un tour dans le lobby pour que vous puissiez récupérer vos chambres.
le lobby de l'hôtel, où vous allez pouvoir récupérer une suite qui ressemble à ceci. Donc ça, le temps de votre mission, c'est l'endroit où vous allez habiter. 2 appartements, 2 chambres avec un grand salon que vous pouvez partager. Je pense que 2 chambres seulement? Oui, vous avez 2 2 chambres. chambres? Oui, Monsieur Voilà. Takeshi. Monsieur Takeshi Ah oui. n'est pas avec Absolument. vous. Monsieur Takeshi descend dans son petit appartement sur les D'accord, docks. il nous accompagne pas. Apparemment pas. Disons que Monsieur Knott en a décidé autrement. Voilà. Il y a de la place Fort pour bien. lui. Hein. Bon, Oui. après vous vous arrangerez. Hein. Après vous vous arrangerez, mais en attendant, vous pouvez alors à l'accueil, la personne qui était à la réception vous a précisé qu'il servait en fait jusqu'à minuit encore au jardin d'hiver. Donc si vous avez faim, je pense que c'est le cas, vous allez pouvoir vous restaurer au jardin d'hiver. Le chauffeur vous a donc déposé tous les deux et il poursuit sa route jusque chez Monsieur Takeshi. Ah oui. C'est votre petite garçonnière d'artiste peintre. C'est là où vous vivez lorsque vous êtes de passage à Boston. C'est chez vous, c'est votre petit atelier. C'est un petit appartement sur les docks. Il se trouve ici. Voilà. Il est sur le Central Wharf, sur les quais. Vous êtes arrivé ici. Votre bateau est arrivé à quai ici. J'imagine qu'avant de vous quitter, vous vous êtes organisé pour le lendemain. Et donc, je vous laisse justement en parler. Monsieur Takeshi, vous allez dans vos appartements. Nous nous retrouvons demain, assez tôt. Lever du soleil. Lever du soleil, effectivement. Peut-être même un petit... Oh oui, Bah, directement au petit déjeuner à l'hôtel, peut-être. absolument. Très très bonne idée. J'aurais déjà pris le petit déjeuner chez moi, mais je vous rejoindrai avec plaisir à l'hôtel. Fort bien. Nous disons 8 heures. Je serai là à 8 heures. Vous savez que j'aime la précision. Bonne soirée. Également, je m'incline respectueusement et je prends congé. Puis vous allez retrouver vos chambres et passer une nuit confortable et réparatrice. Au petit matin. Moi, Dites-moi. Non, moi je disais, j'ai commencé à défaire mes affaires, ma valise est carrée, petits oignons, tout est bien rangé et j'ai commencé un petit peu à envahir gentiment un peu l'espace joint en posant des carnets de notes, mon stylo, puis 2-3 petites choses que j'utilise. Je pense qu'il a l'habitude, j'ai certaines manies, pas des obsessions, mais certaines habitudes qui me permettent de me mettre un petit peu à l'aise en dehors de chez moi. Et donc je fais un petit peu tout ceci pendant un gros quart d'heure avant de descendre manger. Pendant que M. Panet s'affaire à ranger ou à défaire sa valise, je ne peux pas m'empêcher d'aller l'interpeller et mon cher ami, je sais pas, cette histoire, bon, est-ce que ça vous paraît complètement justifié de faire part à notre agence pour ce type d'enquête? Enfin, vous croyez pas qu'il puisse avoir ce genre d'effectif ou ce genre d'agence en local? Effectivement, Puisque- je suis étonné, ça fait beaucoup d'argent de nous faire venir de l'autre côté de Absolument. l'océan. Ils ne rechignent pas à la dépense, comme vous pouvez le voir. Absolument. Et puis même les frais, le chauffeur, c'est relativement intriguant. C'est quelqu'un qui a les moyens, certes, mais je ne doute pas qu'il y ait des gens très compétents de ce côté-ci de l'Atlantique. Le point de départ de l'enquête, c'est quand même, des faits, c'est quand même une dispute par rapport à des mauvaises odeurs, une ambiance peut-être un peu pesante sur le chantier, mais voilà. Oui, une maison dont les locataires sont partis sans payer, je veux dire, ça n'a rien d'exceptionnel. Monsieur Panet, je vous connais généralement plus sur des affaires de plus haut niveau, mais... Je m'attendais justement, connaissant Monsieur Knott, à une surprise, à une quelconque croyance, à une quelconque mystification un petit peu, et tout ce qu'il nous a raconté me paraît particulièrement anodin, ordinaire. Absolument. J'espère que nous n'avons pas pris le bateau et passé une semaine serrés dans ces petites cabines pour s'apercevoir qu'il y a des rats morts dans les murs. Absolument. De toute façon, je pense que demain matin, on y verra bien plus clair. Et peut-être, je sais pas, sous votre conseil, comme il nous disait, démarrer avec l'entrepreneur. Peut-être Monsieur Gordon, c'est ça, je crois? Oui. Oui, l'entrepreneur, l'associé. Monsieur Austin, c'est ça? Je sors mon petit carnet que j'ai toujours. Effectivement, nous avons Monsieur Hudson, le promoteur, ancien propriétaire. Mm-hmm. Il nous a aussi conseillé de parler à Monsieur Reynolds, contremaître, donc celui qui est en
envoyer les ouvriers. Oui, J'aimerais Mike Reynolds. peut-être aussi voir au niveau du commissariat si je retrouve Oui. Vous aviez l'air d'avoir des liens avec le commissaire Debrun, absolument. Debrun, c'est ça. Voilà. Peut-être que nous pourrons comme ça activer un petit peu leur enquête ou au moins obtenir un passe-droit pour visiter le lieu. Et Je pense qu'une des priorités, ce serait peut-être de lever les scellés, ou effectivement, parce que le trousseau de clés qu'il nous a remis, si on n'a pas l'autorisation de rentrer dans la maison, en effet, on va pas les agiter devant les policiers, ils nous laisseront pas passer comme ça. bon, je suis fortement surpris de ce type d'enquête, mais bon, on verra bien vers où ça nous mène. Et bon, au niveau de toute façon du salaire, on va pas se plaindre, je pense. Non, on est ça comme des vacances. Fort bien. Donc, je laisse Monsieur Panet terminer à vaquer à ses occupations. Je fais de même. Et puis, je lui propose, s'il est d'accord, que nous continuions d'échanger autour d'un bon repas. Oui, profitons du homard. Absolument. Absolument. Puisque les faux frais sont pris en charge. J'espère que Monsieur Takeshi est bien installé et qu'il nous reviendra frais demain matin. Oui, ben voilà, quant à moi, donc je suis content de retrouver mon appartement sur les quais de Boston. Ça fait un petit moment que j'étais pas rentré à la maison, donc l'appartement est un peu poussiéreux. Néanmoins, je prends le temps de défaire ma valise. Et puis voilà, j'ai mon petit, j'allais dire mon petit rituel d'arrivée. Je remplace la toile sur le chevalet, sur laquelle j'avais travaillé avant de partir, par un canevas blanc. Voilà, à chaque nouvelle arrivée à Boston, je préfère repasser sur une toile blanche pour repartir de zéro. Et puis je m'installe devant la fenêtre, je procède à une cérémonie du thé japonaise, tout en observant la ville par les fenêtres et en composant dans ma tête des bouts de poésie que m'inspire la vue et toute cette affaire bien étrange qui nous amène presque à l'autre bout du monde. Toi, l'extérieur, en fait, c'est les bruits, l'activité du port, hein, des docks. Donc, c'est plutôt une activité portuaire. Et puis, quelques ivrognes qui s'encanaillent dans les pubs qui sont autour. Parce que tu vis dans d'anciens entrepôts désaffectés qui ont été convertis en appartements. Et tu as toute une vie nocturne qui se déroule, en fait, sous tes fenêtres. C'est-à-dire que c'est un quartier un peu agité. J'observe et voilà, avec ma tasse de thé à la main, je compose des poèmes. Puis sur la pierre, fenêtre pleurant la nuit, ombre sans repos. Ok. Donc vous vous êtes donné rendez-vous le lendemain matin à 8h au restaurant, j'imagine, de l'hôtel, ou dans votre suite, peu importe. Donc nous retournons à l'hôtel, au restaurant de l'hôtel qui sert... donc vous avez vos tables. Vous avez vos tables qui sont attribuées en fonction de votre chambre. Donc vous êtes dans un endroit qui est plutôt agréable, qui donne une très belle vue sur le boulevard. Il pleut, rien d'extraordinaire. Il pleut depuis quelques jours déjà à Boston. Beaucoup de voitures, beaucoup de trafic, un ciel un peu plombé. Il fait sombre. Et des gens s'affairent sur les trottoirs, ils sont emmitouflés, vous avez l'impression qu'il fait froid dehors. Moi je mange. J'ai l'habitude. J'hésite pas, hein, quitte à me resservir un peu de brouillé. Monsieur Panet, comment voyez-vous la journée ? Écoutez, nous allons voir aussi avec notre ami Takeshi, mais comme vous l'avez suggéré hier, plusieurs pistes s'offrent à nous. Hein. Le promoteur qui possédait la maison, Monsieur Hudson, peut-être le contremaître sur Reynolds, savoir un petit peu plus ce qu'aurait dit l'équipe de construction. Le commissariat, peut-être aussi. Après, il me semble aussi avoir entendu, j'ai noté qu'un homme était au sanatorium Samsbury. Vous ayant les compétences, peut-être quelques informations, si vous avez des collègues ou quelqu'un qui pourrait vous informer, peut-être juste un coup de téléphone pourrait nous donner un petit peu de logique sur cet incident. Moi, je pense qu'il serait intéressant à un moment dans le courant de la journée que je puisse m'arrêter effectivement au sanatorium et que je puisse, si les équipes de soins me permettent directement d'examiner ce patient. Peut-être que j'en tire un diagnostic. Moi, j'aurais souhaité rencontrer
rencontrer la famille qui vivait dans la maison. Rien de tel que des témoignages de première main de personnes ayant senti l'environnement autour d'elles pour avoir une idée de ce à quoi nous attendre. Une autre chose qu'on peut faire, c'est observer la maison, passer devant, voir un petit peu le quartier, si ça n'avait pas l'air malfamé selon les dires de Monsieur Knott. Mais ça peut être aussi... Sans vous commander, est-ce que le chef de la division ou la chef de la division, vous pouvez l'appeler et lui demander l'autorisation, ou est-ce que vous croyez que peut-être pas quelqu'un qu'on puisse déranger comme ça, mais qu'on puisse avoir autorisation de rentrer dans la maison, parce que passer à l'extérieur, je suis pas sûr que ce soit suffisant pour nous. Non, c'était pour avoir un aperçu Oui. déjà premier, mais Je comprends. je peux effectivement déjà appeler peut-être le commissariat central pour lui annoncer ma venue selon ses disponibilités. Je ne vais pas me présenter au débeauté en exigeant de la voir alors que... On parle quand même du grand Monsieur Panet. Je pense que vous avez vos contacts et Oui, mais vous accès. savez, nous ne sommes pas en Europe. Mes contacts ici sont limités et ma renommée n'est pas aussi resplendissante que par chez Vous êtes nous. modeste, Monsieur Panet. Oui, Vous mais êtes dans tous modeste. les cas, je ne me permettrai pas de déranger quelqu'un dont la mission de sécurité est très importante, surtout Très bien. par les temps fâcheux qui courent. Je préfère solliciter avec elle un entretien plutôt que venir à l'improviste et avoir fait un déplacement pour rien. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On passe comme vous le proposez devant la maison. Nous allons voir peut-être le contremaître, Monsieur Reynolds, ou Si Monsieur Takeshi. c'est possible de passer devant la maison avant d'aller voir Monsieur Hudson, l'ancien propriétaire. Vous préférez? Je pense Il faut bien qu'on démarre par quelque chose. Et je pense que lui pourrait nous guider sur l'ancienne famille qui vivait dans la maison. Enfin, en Nous tout devons cas, avoir des si noms. j'ai bien compris, et je pense que Monsieur Hudson, il faudrait peut-être qu'il se prononce là-dessus. Si j'ai bien compris, il s'est pressé de vendre ce bien, ce qui n'était guère dans les habitudes d'association qu'ils avaient avec Monsieur Knott, et je crois pour une bouchée de pain ou quelque chose comme ça. Bon, est-ce que lui-même ne savait pas, voulait pas s'en débarrasser parce que lui-même avait connaissance de quelque chose? C'était là l'idée. Effectivement. Bon, si on est tous d'accord, et Monsieur Panet forcément, Oui, bien sûr. on démarrerait par ça. Après, nous avons aussi la possibilité de faire appel à l'administration, trouver le cadastre de la maison, savoir si vraiment cette maison nous intéresse, s'il y a déjà eu des morts, si des... Enfin, la famille italienne qui y vivait devait certainement, si nous arrivions à les retrouver comme Monsieur Takeshi le propose, pourrait nous apporter aussi quelques éléments de plus à notre puzzle. En effet, je vous propose de voir ça comme si c'était une de nos enquêtes habituelles et de laisser le mystère, et donc d'essayer d'éclaircir le mystère. Nous allons probablement tomber sur quelque chose d'extrêmement ordinaire, mais pour se stimuler un petit peu, nous pouvons aussi prendre le pari de quelque chose d'un petit peu plus complexe pour avoir une véritable enquête. Bah, j'espère bien, parce que le point de départ, mauvaise odeur dans une maison et bagarre, ça paraît pas non plus quelque chose de complètement insurmontable à gérer et à traiter comme affaire. Mais bon, surtout pour quelqu'un de votre calibre, j'entends. Que faites-vous? Monsieur Hudson, passez devant la maison. Monsieur Hudson. Très bien. Vous avez l'adresse de la maison puisqu'elle est sur l'étiquette qui est accrochée à la clé. Donc vous l'avez, cette adresse. Donc on la communique à Kurt. Enfin, j'imagine qu'il doit le savoir, puisque c'était un des biens de son patron. Vous partez en direction de la maison qui est sur North Cambridge Street. En attendant, je vois avec mes camarades investigateurs, est-ce que vous avez déjà eu beaucoup d'affaires de ce style à résoudre, chacun de votre côté, ou Pas de mon côté, non. Mais on n'a pas encore assez d'éléments déjà pour savoir de quel type d'affaires il s'agit réellement. Vous estimeriez que sur toutes les affaires que vous avez vues, combien ont été résolues par des moyens tout à fait mondains, tout à fait rationnels, rationnels, oui, tout à fait.
Quasiment toutes. Quasiment toutes. Effectivement. Je ne vous avais pas parlé de cette hypothèse, mais il est aussi possible que Monsieur Knott veuille rendre cette maison, qui probablement n'est pas intéressante, comme importante, peut-être en soumettant un petit peu de mystère, de mystique, peut-être que revendre une maison, un manoir hanté, vous imaginez, si le grand Hector Panet approuvait cette Théorie. théorie, ce fantasme fantastique, je suis aussi tout à fait méfiant, hein. Je sais qu'on pourrait très bien utiliser notre venue pour vendre finalement du mystère, en faire une maison de visite, entre quelques cents, visiter l'endroit où un homme est mort, où des mystères indicibles se seraient produits. Donc ça reste aussi une possibilité. Gardons l'esprit ouvert, mais voilà. Vous remontez vers le nord à bord de la voiture de Kurt et vous arrivez aux abords de North Cambridge Street. Progressivement, vous arrivez dans un quartier qui vous donne l'impression de plonger d'une certaine manière dans le passé. Les maisons du voisinage ne semblent pour la plupart dater d'une autre époque, très ancienne, complètement délabrée. Il y a quelques bâtiments neufs, malgré tout, quelques tours en briques, des bâtiments à 3-4 étages. Et entre ces bâtiments à 3-4 étages, la voiture s'arrête. Vous êtes face à cette petite maison. Oui. J'avais pas ça en tête. Devant, il y a assis dans des chaises en bois 2 officiers de police. Cette maison reste là, comme si elle résistait finalement à l'assaut de la ville. Est-ce que il y a des passants, des voisins ou... À cet endroit de la rue, à part ces 2 policiers, vous ne voyez personne. La plupart des maisons ont les fenêtres condamnées. La seule chose, c'est juste avant d'arriver sur le même trottoir, une 50aine de mètres auparavant, il y avait une sorte de petit kiosque à journaux. Il y avait un vieux monsieur devant, qui était assis également sur une chaise à bascule. Je vais bien aller le voir. Enfin, on est encore dans la voiture, j'imagine. Ouais, vous êtes dans la voiture, disons qu'elle a freiné, elle s'est pas complètement arrêtée. Cher ami investigateur, vous souhaitez pas faire une petite enquête de voisinage pendant que nous sommes dans le coin? Oui, ça me paraît être une bonne idée. Peut-être devrions-nous arrêter la voiture un tout petit peu plus loin et aller demander à ce vendeur de journaux à pied. J'ai peur de lui faire peur si une voiture s'arrête devant lui et que 3 hommes en sortent. Monsieur Panet, bonne idée. J'observe une dernière fois la maison. Les fenêtres sont cassées, ça fait longtemps qu'on n'y habite plus en fait. Ce que vous pouvez apercevoir, c'est que il y a des herbes hautes qui ont été coupées, entassées dans un coin. La maison d'où vous êtes effectivement est dans un piètre état. La plupart des fenêtres sont clouées. Très bien, allons questionner. Et vous remarquez, c'est pas un rubalise, mais vous remarquez un ruban rouge qui est tendu tout au long de la palissade. Et la question que je me pose, c'est pourquoi sceller cette maison? Parce que si c'est qu'une bagarre... On peut imaginer que s'il y a eu des travaux dedans, elle est dangereuse. Des travaux, plus une scène de crime pas forcément encore complètement nettoyée. Dans mon esprit qui se veut le plus rationnel possible, ça fonctionne pas. Mais bon, avec vous. Vous êtes à faire, vous, au niveau des enquêtes, etc., vous êtes exercé à ce protocole. Je sais pas si pour vous, ça vous paraît normal. Mais bon, ça me paraît compliqué d'aller leur poser la question, mais Voilà, sans avoir eu l'autorisation de leur chef. Tenons-nous-en à ce que nous pouvons faire dans l'immédiat, c'est-à-dire que nous n'allons pas déranger ces policiers, nous n'allons pas nous mettre en porte-à-faux par rapport à leur procédure à la police. Allons voir directement la personne du kiosque si vous le souhaitez, puis faisons une enquête comme nous avons l'habitude. Nous finirons de toute façon par entrer dans cette maison. Ne soyez pas pressés. Cela, je pense que en apprendre un petit peu plus sur tout ça, les différentes personnes qui sont entrées ou qui l'ont possédé ou qui ont vécu, nous donnera un avis un peu plus général. Ne soyez pas trop pressés. Peut-être, je ne sais pas si ça fait partie des habitudes, mais peut-être aller voir les journalistes. Peut-être qu'ils ont dû couvrir cet événement. Oui, et peut-être que ça pourra nous éclairer sur... Moi, je me pose une question.
les ouvriers étaient nombreux, si j'ai bien compris, sur le chantier. 2 ouvriers se battent, un finit à la morgue. Ça me semble être une affaire relativement facile à classer. Il devait y avoir beaucoup de témoins, pas de longue enquête, donc je m'interroge effectivement encore sur le scellé, sur la présence de Ouais. policiers. Pour une affaire qui devrait être résolue depuis longtemps. Oui, après un crâne fracassé, rappelez-vous que l'agresseur a fini à l'asile, au sanatorium. C'est que son état était un petit peu Mais préoccupant. Oui, tout à Excusez-moi. fait, mais voilà, la victime est clairement identifiée, l'agresseur est clairement identifié. Ça me semble être une affaire rapide à classer. Alors que vous êtes en train de discuter dans la voiture, en face de la maison, vous n'avez pas vraiment remarqué, mais il y a un des policiers, celui-ci, le plus âgé des deux, qui s'est levé, s'est posté un petit peu, il a posé son sandwich, il a remonté son pantalon, et puis s'est rapproché de la voiture. Il a tapé à la fenêtre du chauffeur. « Messieurs, vous pouvez pas rester ici, hein, c'est une zone d'enquête. Vous pouvez pas rester là-devant, là. Qu'est-ce que vous faites là ?» Toutes nos excuses, nous étions en pleine discussion sur... Ah, et là, il se penche La parce qu'en fait, philosophie. il entend la voix à l'arrière de la voiture. Bonjour. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites ici devant cette maison où un crime a eu lieu il y a... Cette maison, mais celle-ci, vous voulez dire? Ah oui, Oh bah, nous ne l'observions pas, nous étions en train de discuter philosophie et avec vous allez nos choisir amis. un autre endroit pour discuter. Vous pouvez pas Ouais. rester là, messieurs. Bien Vous voyez, sûr, il y a un bien sûr, ruban monsieur rouge l'agent. là. Cette maison est sous scellé. Alors Très vous bien. dégagez. Dégagez la Je tape voiture. la vitre. Kurt, avancez s'il vous plaît, nous allons tout droit. Ah là là, ces gars de la ville. Il regarde la voiture s'éloigner dans la rue. En partant, je leur dis, c'est exactement ça que je voulais éviter. Kurt, vous pouvez faire le tour peut-être et nous déposer à quelques mètres du kiosque. Est-ce que l'un d'entre vous veut y aller? Ça ne sert à rien que nous y allons tous les trois. Je peux y aller si cela vous convient. Prenez la presse du jour pendant que vous y êtes. Et la voiture s'arrête à proximité du kiosque à journaux. Et là, il y a un type qui est assis là, sur une chaise. Vous l'aviez vu en passant la première fois, le marchand de journaux assez âgé, qui lit son journal, assis sur sa chaise au milieu du trottoir, qui a une pile de journaux à côté de lui, par terre. Je sors de la voiture en essayant de ne pas lui faire lui faire peur comme il est plongé dans son journal, de ne pas l'effrayer ou Il ressemble à ça. Il entend la porte de la voiture claquer, puis il se retourne vers toi, fait un petit salut de la main comme ça. Et puis, toujours sur sa chaise, il se tourne vers toi. « Jean-monsieur, vous voulez le journal du jour ?» Vous avez le journal du jour et est-ce que vous auriez du stock des jours précédents également? Non, je garde pas le stock. Mais j'ai le Boston Herald, le Boston Globe. Eh bien écoutez, je vous prendrai un de chaque. 10 cents. Très bien, je le paye et je profite de la transaction pour le questionner sur le quartier. En fait, je l'amène pas de suite sur la maison. C'est la première fois que je vous vois dans le quartier, là. Vous êtes perdu? Non, je ne suis pas perdu. J'ai moi-même une maison à Non, Boston. parce que c'est assez rare, les nouvelles têtes dans ce quartier, quand même. Qu'est-ce qui vous amène ici? Excusez-moi, je suis un peu curieux. Mais je suis un peu tout seul, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Je fais la conversation, quoi. Je comprends. Bien écoutez, je suis moi-même à la recherche d'un autre logement à Boston et j'ai entendu parler de cette maison un petit peu plus loin, là au bout de la rue. Quelle maison? Enfin, vous voyez, cette vieille maison entourée d'immeubles un peu plus récents. La maison Corbett, là? La maison Corbett? Ah oui. Mm-hmm. Je pense pas qu'elle soit à vendre, enfin, pas là en ce moment. Il y a quand même eu... Vous êtes pas du coin, vous pouvez pas savoir, mais il y a eu quand même un meurtre la semaine dernière, dans cette maison. Un meurtre? Mm. Dites-moi plus, vous savez qui a été tué? Que s'est-il passé? Oh, je crois que c'est un gars du chantier, il y a eu une rixe entre des ouvriers. Ils se sont mis sur la gueule, quoi, et ça a mal tourné. D'accord.
Vous habitez ici? Vous habitez le quartier, vous? Ouais. Il te montre une maison juste en face, de l'autre côté, sur le trottoir. Ah, c'est pas une maison, c'est des nouveaux logements, là. Moi, j'habite là-dedans, maintenant. Ça se développe un peu, d'ailleurs. Si vous cherchez un logement, je ne saurais trop vous conseiller plutôt de vous tourner vers quelque chose de plus moderne, et puis avec des prestations, quand même, d'un autre standing. Oui, je cherchais juste quelque chose d'un peu atypique et d'un peu... Ça, pour être atypique, c'est atypique, hein. pour stimuler ma créativité, mais Monsieur est un artiste. artiste peintre. Je l'ai vu à vos mains. Effectivement, vous êtes observateur. Et d'ailleurs, puisque vous êtes observateur à ce point-là, dites-moi, mon brave, est-ce que ce genre d'affaire est arrivé plusieurs fois dans cette maison ou Depuis que je suis là, il s'en est passé des choses quand même, hein. vous avez éveillé ma curiosité? Dites-moi en plus. Je sais pas, juste avant, là. Donc là, la maison, elle était une famille d'Italiens, les Macario. Ils sont partis, ça fait un moment qu'ils sont partis, hein. Enfin, ils sont partis. Disons que ça, c'est la façon délicate de le dire. Ils ont été internés au Roxbury, au sanatorium, dans la banlieue sud de Boston. Incroyable. Mais toute la famille? Non, le mari, déjà, il a eu un grave accident. Puis après, il est devenu complètement fou et violent. Et plein d'histoires à dormir dehors. D'accord. Et après, sa dame aussi est devenue complètement folle. Les enfants, ils sont partis chez leur tante à Baltimore. Et les deux, là, ils se sont retrouvés internés à l'hôpital. Eh bien, écoutez, c'est absolument incroyable, toute cette histoire. Vous savez ce qui a justifié cet internement? Qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est compliqué, il y a trop d'histoires, j'aurais peur de vous dire n'importe quoi, mais et puis vous allez me prendre pour un fou. Donc écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que il disait qu'il voyait une forme obsédante, une sorte de fantôme, ou je ne saurais que dire, qui avait des yeux. Comment il disait déjà? Il est venu me voir quelquefois. Il me faisait peur. Qui avait des yeux comme brûlants, un truc du genre. Je saurais pas trop vous dire. D'accord. Mais voilà. Incroyable. Ouais, mais bon, maintenant qu'ils sont partis, bon, il y a eu cet accident, mais tout le quartier, on espère que ça va redevenir calme, hein. Enfin, tout le quartier, il y a plus grand monde, hein. On compte sur ces nouvelles habitations là pour que il y ait un peu de vie qui revienne ici. Je vous remercie, mon brave, pour toutes ces informations et je vais effectivement commencer à chercher peut-être dans du récent, dans du moderne. Les temps changent. Je le remercie, je le salue respectueusement et je prends congé pour retourner. Repassez le voir à l'occasion. Je n'y manquerai pas. Ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Je vous remercie. Donc je retourne dans la voiture. Vous ne croirez pas que j'ai réussi à glaner comme information. L'asile de Roxbury n'abrite pas seulement l'ouvrier meurtrier de Monsieur Knott, mais également les deux anciens locataires, le couple locataire de la maison qui s'est enfui sans payer le loyer. La famille italienne? Oui, tout à fait, la famille italienne. Il s'agit des Macario. Et pour quelle raison a-t-il été interné? Eh bien, écoutez, visiblement, Monsieur Macario aurait été pris d'une forme de... comment on pourrait dire ça? Une forme de psychose. Il pourrait y avoir des formes dans la maison avec des yeux brûlants. Des yeux brûlants. Et voilà. Il ne fait que justifier un petit peu plus peut-être une visite à l'asile pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, d'en apprendre plus. Absolument. Est-ce que nous restons sur le fait de contacter la commissaire Debrun? Bah, je pense qu'on a de toute façon envie de voir de nos yeux cette maison. Par contre,
tout nous pousse à un moment ou un autre à aller rendre une petite visite à cet hôpital de Roxbury. Par contre, il avait l'air de vous dire que c'était des faits qui n'étaient pas si récents que ça, non? C'est ça? Ou les faits sont donc bien antérieurs à ce qui s'est passé ici? Je voudrais demander à Monsieur Knott, mais la précédente famille, ou à Monsieur Hudson, mais la précédente famille de locataires, les Macario, qui sont partis sans payer le loyer, remonte, de ce que j'en avais compris, bien avant l'arrivée des ouvriers. Bon, écoutez, nous en saurons plus, je pense, quand nous irons à l'asile pour en parler directement avec les intéressés. Je partage votre point de vue. On peut de toute façon se tenir au plan que nous avions, Monsieur Gordon Hudson. Très bien. Et ensuite, nous réfléchirons à la suite. J'aimerais quand même aujourd'hui assez rapidement passer un coup de fil à la commissaire divisionnaire. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'elle pourra me recevoir. Donc, je ne veux pas me retrouver 5 jours à attendre son autorisation pour visiter la maison. On va voir Monsieur Austin. Vous voulez aller voir Gordon Hudson, c'est bien cela? Si c'est possible, oui. Oui, bien sûr. Bon, ça va nous prendre un petit peu plus de temps. Il nous faut traverser le fleuve. Voilà. C'est dans le quartier de Charleston. Tout au nord. Et l'hôpital, il se situe... Il est dans la banlieue sud, donc il est par là. Il est au-delà, sud-ouest. Ah ouais, c'est à l'autre extrémité. Oui. Ok. Bon, enfin, c'est pas... C'est 30 à 40 minutes de voiture du centre-ville. Là, avec ce qu'on a fait, on a consommé quoi, 1 heure ou 2? Quelque chose comme ça? Il était, je sais pas... Même pas, là, il doit être 10 heures du matin. Voilà, le temps de vous poser, discuter un peu, 9h30. Donc c'est une heure raisonnable aussi pour aller visiter Monsieur Huston. On va pas vous êtes pas... C'est pas l'heure du déj encore. Vous êtes... D'accord. On va en profiter. Ok. Très bien, messieurs. Donc, vous voilà en route pour l'agence Realty Hudson. Oh. Ah, on va dire que c'est pas le même quartier. Et effectivement, Monsieur Hudson possède, donc il vous le dit, hein, le chauffeur, il habite dans le quartier de Charleston, donc c'est au nord de la ville, de l'autre côté de la baie, et on peut pas dire que ce soit un quartier très reluisant. C'est un quartier de marins. Donc vous traversez le pont, le Charleston Bridge, donc c'est un pont qui est assez abrupt. En dessous, vous voyez le fleuve qui est très sombre à cette période de l'année parce qu'il y a beaucoup de boue, il y a beaucoup de pluie. Vous arrivez donc dans Charleston. C'est un quartier ouvrier, il y a des maisons en briques, il y a quelques marins en casquette qui passent comme ça dans des cabanques qui vont de taverne en taverne. Et au final, vous vous arrêtez dans une petite ruelle humide. Vous garez la voiture dans une petite venelle complètement boueuse. Et à quelques mètres de là, vous apercevez la façade de ce qui semble, ou ce qui a dû être à une époque, une agence immobilière. C'est vraiment dans un piteux état. Il paraît encore de la vie à l'intérieur ou ça paraît ouvert? Comme ça, c'est difficile à dire. Vous apercevez de la lumière quand même à travers cette vitre. Quand même. Petite lumière un peu faiblarde. Que faites-vous? Allons-y. Très bien. Kurt, est-ce que Monsieur Hudson est en difficulté, à ce que je vois? Je pense que les affaires ne vont pas très très bien. Je peux pas vraiment en dire plus. Un associé de Monsieur Knott, c'est étrange qu'il laisse son entreprise à la dérive. Certes, Monsieur Knott fait appel à ses services, parfois. D'accord, ils ne sont pas si proches que ça. Tout de même, voyons. Tout de même, c'est pas le même standing. Oui. Très bien. Vous ouvrez la porte, vous franchissez la porte, vous entendez un petit son de clochette. Vous faites face à un intérieur dans un piètre état. Il y a comme si une tempête finalement avait complètement secoué l'intérieur de cette toute petite pièce. Les murs jaunis sont sales, par terre, le sol est recouvert de vieux journaux. Il y a un comptoir en bois délabré et il y a cet homme derrière le comptoir. C'est un grisâtre, cheveux éparses, un costume complètement élimé, des grosses poches sous les yeux. Là, on dit très surpris. Bonjour messieurs, rentrez. Je suis sûr que j'ai ici quelque chose qui vous satisfera. Il a l'air assez surpris de voir des gens rentrer dans son agence. Monsieur Hudson? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Monsieur Panet, je vous présente Monsieur Zozais. Enchanté. Et Monsieur Kerensky.
Nous venons de la part de vos connaissances, monsieur Knott. Bien sûr. je fais affaire avec lui, c'était un de mes Oui. clients. Vous lui avez vendu une maison située à North Cambridge Street. Pour ne pas me vanter, je lui en ai vendu plus d'une. Vous savez de quelle maison nous parlons? Ah non, écoutez, je ne vous ai pas bien compris. Corbett, la maison Corbett. Maison Corbett, ça ne me dit rien. Vous devez vous en souvenir pourtant, une famille qui s'en Vous va voyez sans qu'il a l'air un payer. petit peu nerveux, il Ouais. froisse du papier, il tapote sur le comptoir en jouant avec un vieux stylo plume. J'observe la scène un peu un peu de loin, un peu en retrait, en me concentrant sur son visage. Est-ce que j'arrive à déceler des marques de mensonges, de tromperie? Tu peux me Même lancer, si je sais qu'il... tu peux me faire un test sous psychologie, Allez. plutôt psychologie si tu as ça. J'ai un petit peu de psychologie. C'est parti. Oula. Cet Un homme, petit peu. cet homme te paraît le plus sain du monde. Donc, qu'est-ce qui vous amène? Donc, ok, vous connaissez Monsieur Knott, vous êtes intéressé par une maison. Vous me parlez d'une maison, mais je ne vois pas bien laquelle. Soyez plus précis, s'il vous plaît. Une famille italienne, les Macario. Ah, oui, oui, bien sûr. Oh, quelle histoire. Oui. Enfin, vous voulez pas acheter cette maison. Non. De toute façon, Monsieur Knott en est propriétaire. Il va faire des travaux. Enfin, j'espère que les choses vont se décoincer assez rapidement. Ça ne devrait pas tarder. On espère. Oui, donc, les Macario. Oh, j'ai acheté cette maison vers 1918. Voilà. Il y a 6 ans à peu près. Il y a 8 ans. Et les Macario, ils sont venus s'installer, je leur ai loué en 1919. À peu près. Il y a 5 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que le père Macario, il a été malade. Un accident. Et il est subitement devenu fou furieux. Voilà. Ça arrive. Puis il a été interné, puis peu de temps après, ça a été le cas de sa femme aussi. Voilà. Une triste affaire, en quelque sorte. Et à qui vous avez acheté la maison? Alors là, je crois que je me souviens plus trop. Et puis alors, bon, pour tout vous dire, vous savez que Boston a un peu brûlé. Hein. Moi, il y a toute une partie de mes archives, me demandez pas, mais j'en ai plus aucune trace. Est-ce que vous vous souvenez si vous l'aviez acheté cher, cette maison, à l'époque? Oh non, c'était une affaire. Non, j'achèterais pas une maison chère. Regarde dans son office un petit peu avec un air vraiment contrarié, dédaigneux. Donc vous auriez perdu toute trace, acte de vente, J'ai là... d'autres J'ai informations. la location, tout ça, le contrat de location pour les Macario, les traites pas payées, mais non, avant je sais pas. C'est important l'achat d'une maison quand même, monsieur. Oui, certes, mais ça a On est brûlé. sans- on est sans- Oui, J'ai non, perdu non. mes archives. Mais votre cerveau est toujours présent. Mais vous savez bien. J'ai pas acheté qu'une maison et je ne vends pas qu'une maison. Enfin, je sais plus. Mais bon, après, Je vous souhaite une Avec- bonne journée, monsieur. Ah. Et moi, je commence à sortir. Ah, ok, bon, bien, très bien. sympathique. Bon, Non. Peut-être qu'il va falloir que je refasse la déco. Avant que je parte, mon ami, avez-vous eu vent des événements qui se sont passés là il y a une semaine justement sur cette maison? Eh bien sûr, évidemment, c'est fâcheux. Dites-moi. On n'a pas, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Avez-vous connaissance précisément ou pas plus que ça? Des gars de Reynolds se sont battus et c'est allé un petit peu trop loin. Et cette équipe, vous la connaissiez déjà? Non, c'est... Parce que vous travaillez avec Monsieur Reynolds aussi, oui, je crois. bien sûr, mais il gère ses Vous équipes. avez dû les croiser, c'est bon. Non, J'imagine que non, mais moi j'y Pas- vais pas. Moi, je vais pas sur ces... sur ces chantiers. Non, ça m'intéresse pas. J'ai mieux à faire. Vous voyez? Ça, il me paraît sincère. Ouais. Ouais. T'as l'air dépassé et pleutre. Je le remercie et je tourne les talons également. Ok. Je sors également. Si, attendez. Dites-nous. Ah, si vous voulez savoir où bosse Reynolds en ce moment, il est sur un chantier sur Salem Street. Ah. C'est pas loin d'ici. Profitez-en. C'est une de mes maisons, hein. Donc, je sais où il bosse.
Est-ce que moi j'ai entendu ce qu'il m'a dit? Non, toi t'étais déjà sur le trottoir. D'accord. Désolé. En sortant, je dis à Monsieur Panet, bon, apparemment Monsieur Reynolds se situerait sur un des chantiers sur Salem Street, si nous avons envie d'aller le voir. Bien, il aura quand même servi à quelque chose. J'ai senti qu'il vous a agacé, mon cher. Bah écoutez, traverser la ville pour quelqu'un qui n'est pas capable de se rappeler d'un achat il y a quelques années, ça me déroute. Oui, bon, si vous avez l'information de ce Reynolds, on n'aura pas perdu tout ce temps pour rien. Absolument. Est-ce que nous continuons vers Monsieur Reynolds ou allons-nous à l'hôpital? Je crois que vous souhaitiez aussi passer votre coup de fil. Effectivement, je regarde autour de moi s'il y a quelque chose qui pourrait faire... Étant le maître du temps, il est pas très loin de midi. Je vous montre un petit peu où sont les choses. Ça va peut-être vous aider dans vos choix. Effectivement, ce n'est pas très loin. C'est là. Oui, c'est sur le chemin du retour. Peut-être que nous pourrons aller le voir sur le temps du déjeuner. je sais où travaille la commissaire divisionnaire ou... Tu sais qu'elle est au commissariat central de Boston. Tu sais où il se trouve d'ailleurs. C'est dans les environs? C'est là. C'est là. D'accord. Ah, Bon, de toute façon, nous allons manger un petit morceau, messieurs. Si je Oui. peux me permettre, Oui. dites-nous. puisque c'est mon patron qui régale, je ne saurais vous conseiller la table chez René, un chef français extraordinaire, très beau lieu, et c'est tout près de votre hôtel, donc c'est central. Vous y serez très bien. Ça peut devenir votre cantine. Vous ne vous tromperez pas. Est-ce que sur le chemin du retour, on a moyen justement de s'arrêter sur ou après la presse locale, quelque chose comme ça? Vous connaissez, non? Il y a, donc c'est toujours Kurt qui vous parle, juste à côté de l'hôtel, et quasiment dans le même bâtiment que le restaurant, il y a le Boston Globe. Oh, très bien. Juste là. Ça, c'est Boston Globe. Et chez René, c'est juste là. Nous pouvons aller en déjeuner et après rendre visite à nos amis journalistes, peut-être. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait utile peut-être de se séparer pour certaines tâches et l'un d'entre nous pourrait aller voir Monsieur Reynolds pendant qu'un autre irait voir la commissaire divisionnaire et Moi, je et le propose troisième. autrement d'aller à l'hôpital. Je pense que je suis le plus qualifié pour aller là-bas. Si j'ai un conseil, enfin, c'est moi qui conduis, hein. Vu que vous êtes tous les trois, je vous inviterai donc forcément, ça va m'éviter de faire des allers-retours. Vous pouvez très bien déjà, je sais pas, soit passer au chantier, et puis après, je vous amène Monsieur Kerensky. Docteur Kerensky. Ah, pardon, Docteur Kerensky. Je peux vous conduire jusqu'au sanatorium, et puis pendant ce temps-là, déposer après votre déjeuner Monsieur Panet et Monsieur Yosai au Globe. Vous serez juste à côté de l'hôtel de toute façon, donc Central Police, vous pouvez y aller à pied. Il vous faut à peu près un quart d'heure de marche entre le Globe et le commissariat. Ça me paraît sensé pour moi. Ouais, nous ne sommes pas pressés, hein, nous. Mais vous n'êtes pas pressé. Profiter de la générosité de Monsieur Knott quelques jours. Oui, Là, je dis puisqu'en ça plus, avec un petit sourire. nous sommes payés par jour. Je ne dirai rien. Je vous le promets. Je me permets de lui glisser un petit billet dans la poche, dans la main, comme ça. Monsieur est trop bon, mais vous savez, je ne peux pas accepter. Enfin, si, exceptionnellement, j'accepte. Bon, ça venait de bon cœur. C'était de bon cœur. Très On bien. vous rapportera quelque chose de chez René. Ah, vous savez ce que j'aime? Vous allez nous le dire. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Le chocolat noir. Ah, mais oui, C'est ça. bien sûr. Je l'avais noté en plus. Bon. Donc, je dirais cap au chantier. Fort bien. Ok, allons-y donc. Vous remontez, donc vous traversez le pont, et puis la voiture se dirige vers Salem Street. C'est un quartier en totale reconstruction. Donc il y a très peu de gens qui y vivent. Vous croisez quelques badauds, un petit peu isolés. C'est un quartier résidentiel. Il n'y a pas de commerce, c'est pas les grands boulevards, c'est pas les grandes avenues, comme au centre où vous séjournez actuellement. La voiture se gare sur un terre-plein boueux, à proximité du chantier. Vous apercevez une structure d'une maison victorienne qui est en train qui
qui copie en fait l'architecture victorienne qui est en train de se construire. La charpente est apparente. Il y a quelques ouvriers qui sont protégés sous ce qui sera certainement un porche et qui sont en train de déjeuner le contenu de leur petit panier. Il y a un homme qui ressemble à ceci, qui, debout, de dos, une carte à la main, est en train de pointer du doigt quelque chose au niveau de la charpente. Et vous l'entendez un peu parler, il est un petit peu agacé parce que les travaux semblent mal avancés, et surtout, il a constaté qu'il y avait un défaut sur des tasseaux, et que tout ça manquait de s'effondrer. Le terre-plein est complètement boueux, vous êtes toujours dans la voiture, que faites-vous? Moi, je descends. Oui, je descends aussi et Je remonte mon impair, là, un peu comme ça. Hein. Je pense qu'on va se diriger vers ce monsieur, non? Il y a Reynolds qui est là, qui est donc le chef de chantier, qui crie un peu ses ordres pour ceux qui sont encore en train de travailler dans les structures. Alors moi, je demande à Kurt de me prêter son parapluie et je sors en évitant soigneusement toutes les flaques de boue. C'est difficile parce qu'effectivement, il y a plein de ornières. Je mettrai certainement un peu plus de temps à rejoindre mes camarades. Vous apercevez derrière vous Monsieur Panet, très digne, qui essaye de faire des petits pas comme ça de côté et puis d'éviter, tant bien que mal, il regarde, il scrute son pantalon long pour s'assurer que celui-ci ne se recouvre pas de taches, de boue. Quand vous arrivez, il est toujours plongé sur cette carte, puis il se tourne vers vous comme ça, puis il dit à un type: là, ça va pas du tout, faut tout recommencer, les gars. Tu vois comme les tasseaux sont irréguliers? Allez, faut y aller, pas de pause-déj, tu remontes. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Là, il se tourne vers vous. Je peux vous aider? Ouais, bonjour, mon ami. Ouais, j'ai du boulot, là. Vous voyez pas, c'est le bordel, là-haut. Nous venons de la part de Monsieur Knott. Ok, dites-moi. Dites-moi que vous allez trouver une solution pour qu'on puisse aller travailler à nouveau sur l'autre maison, là. C'est plus possible. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le monsieur, sur ce qui s'est passé? Bon. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? C'est pour ça que nous sommes là. Ouais. Bon, ok, c'est vrai que c'est... Mais qu'est-ce que vous faites pour lui, pour Knott, là? Je veux bien, mais... On essaie de comprendre juste ce qui s'est passé, simplement. C'est lui qui vous a demandé d'enquêter? Absolument. Puis l'idée, c'est de rendre l'accès au chantier le plus rapide possible. Ok, d'accord. Alors, je vais faire de mon possible. Donc bon, vous savez comment ça se passe un peu sur les chantiers. C'est-à-dire que quand on a une maison à détruire... moi, ils roulent pas sur l'or, mes gars. Hein. Donc je leur dis, allez-y, quoi. Prenez ce qu'il y a à prendre. Avant qu'on casse tout. Allez vous servir. Je ferme les yeux là-dessus. C'est pas mon affaire. Et puis voilà. Donc, généralement, c'est ce qui se passe. Les types, ils rentrent, un pied de biche, une massue. Ils récupèrent des meubles. Ils cassent 2-3 trucs. Moi, je ferme les yeux. Hein? Pour l'instant, rien d'anormal avec votre processus. Non, ça se passe toujours comme ça. Voilà. Et ils ont un salaire qui est quand même maigre, vous voyez. Enfin, et puis ils se donnent corps et âme, quoi, les gars. Bon. Après, on a cet Irlandais là, Paddy O'Connell. C'est une vraie tête de pioche, ce type. Et puis franchement, je sais pas ce qu'ils ont les Irlandais avec l'alcool. Mais c'est quelque chose, quoi. Donc voilà. Ce qui s'est passé, c'est que là, ils se sont disputés, et puis l'Irlandais, je sais pas, il a dû voir rouge. Il a pris la masse qu'il avait dans les mains, il a fracassé le crâne de Tim. Voilà. Direct. Pendant ce temps, il y a Fabiano qui a essayé de le retenir, qui a crié. Tout le monde a rappliqué, heureusement. Et on l'a maîtrisé, quoi. Mais bon, voilà quoi. Ça a été... C'était depuis longtemps? Non, c'était la semaine dernière. Mais vous les connaissez depuis longtemps, ces ouvriers? Ah, si je travaille avec eux depuis longtemps? Ouais. Bah, de toute façon, mes gars, je les connais tous. C'est des bons gars. Enfin, ça nous arrive le dimanche de manger ensemble. Je vais leur rendre visite. J'invite les familles à la maison. Enfin... Ouais, on se connaît. Vous diriez que c'était un comportement typique pour lui, ou au contraire, vous ne l'aviez jamais vu avec des accès de colère comme ça? Non, il a un penchant pour la picole. Et puis il doit pas...
vous rappelle que c'est la prohibition, hein. Donc il doit pas boire que du cognac. Peut-être que ça lui a tapé un peu sur le système. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il a perdu son emploi, ça c'est sûr. Et puis il a perdu la tête aussi. Parce que là, il est... Je suis allé le voir, hein. Je suis allé voir à Roxbury. Hein. C'est pas beau à voir, hein. Non. Dans quel état il est, vous diriez? Bah, il est fou. Enfin, il est pris, il a des accès de démence. Il a des crises de démence. J'avais cru comprendre qu'il y avait une sorte, pour vous, de l'ambiance. Comment c'était à l'intérieur? Là, je vais vraiment être honnête avec vous. Ce serait mieux. Non, enfin, je suis honnête avec vous. Vous doutez de mon honnêteté, là? Bah justement non, mon cher. Ah, merci. Moi, je suis un mec droit. Ok? Certes, je ferme les yeux sur ce que font mes gars, mais moi, je suis un mec droit. J'en ai fait des chantiers. Hein. Ça fait... Regardez mes mains. Vous voyez qu'il a les mains complètement cagneuses, enfin, très très abîmées, quoi. C'est la première fois. Je ressens un truc pareil. Quand je suis rentré dans cette bicoque, j'ai une drôle de sensation. Je suis pas un mec qui... Vous voyez, hein? Je sais pas comment expliquer ça, mais... Bon, bien sûr, ça sentait l'enfermé, tout ça, mais il y avait autre chose. Il y avait une odeur bizarre. C'était vraiment nauséabond. Comme s'il y avait une bestiole crevée, mais pas qu'une, comme s'il y avait des dizaines de bestioles crevées. Bon, il doit y avoir des rats, des souris, c'est sûr. Mais je sais pas... C'était malsain. Ça m'étonnerait pas. Vous n'avez rien vu, hein? Non, mais ça m'étonnerait pas qu'il y a peut-être un truc. Avec les effluves, les odeurs, peut-être... J'en sais rien. En tout cas, ce que m'a dit Fabiano, c'est qu'il était complètement fou, il était complètement hystérique. Sa force était décuplée. Vous étiez au courant de ce qui est arrivé à la famille qui vivait ici avant? Vous en avez parlé? Non, des bruits, des ragots, que le père de famille était devenu fou, que sa femme aussi, que les enfants étaient partis à Baltimore, chez leur tante. Et vos hommes le savaient, ça? Oh non. Non, ils sont arrivés comme ça. Moi j'en ai discuté avec Hudson, j'en ai discuté un peu avec mon patron, avec Note, mais non. Donc Paddy n'aurait pas été au courant de cette histoire et n'aurait pas joué les tours dans sa tête. Non. Non, clairement pas. Fabiano, il est où maintenant? Il est là. Il est là-haut. Il est là? Ouais, bien sûr. Vous nous autoriserez à lui parler? Ah oui. De toute façon, il faut qu'il descende, c'est sa pause, là. Fabiano! Descends là! Il y a des gars qui veulent te parler, descends! Puis viens prendre ta pause. Donc vous avez un type qui ressemble à ça, qui arrive, les mains dans les poches, traverse un peu le chantier, vite 2-3 trucs, la quarantaine, mal rasé, un peu costaud, avec un peu de ventre, un peu rondouillard. Il va pour vous tendre la main comme ça, et puis il voit que ses mains sont toutes dégueu. Il se les frotte un peu sur son jean, et puis il vous tend une grosse main avec des grosses cales comme ça. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour vous, les gars? Ouais, justement, on voulait savoir, on parlait justement avec votre chef de chantier, là, on voulait se remémorer un peu l'événement là il y a un peu plus d'une semaine. Est-ce que vous serez en capacité de nous réexpliquer un petit peu le début, le pourquoi du comment? Moi, je suis en capacité de tout raconter sur cette histoire. Ah bah dites-nous, nous sommes tout oui. Parce que j'en sais quelque chose. Dites ce que vous savez. Avec Tim, et puis Paddy, on est rentré quoi. On fait comme d'habitude. Moi, je monte à l'étage, eux, ils restent en bas. Normal. À peine monté, j'entends un cri en bas, je descends en catastrophe, et je vois Tim allongé sur le sol, et Paddy qui va pour mettre un coup sur sa face qui était déjà éclatée. Il y avait du sang partout. Alors qu'est-ce que je fais? Moi je lui saute dessus, je l'attrape comme ça. Il avait une force démentielle, il s'agitait dans tous les sens. J'ai crié pour que tout le monde arrive. Heureusement, on a réussi à le maîtriser. Fin de l'histoire. Et dans ces cris, c'était simplement des hurlements ou il prononçait des choses? Non, on comprenait rien. Je comprenais rien ce qu'il disait. Vous comprenez rien. C'était dans une... Ah,
C'était pas dans une autre forme d'une langue que vous compreniez Non, pas non, quoi que il, ce soit. il poussait des cris de rage. Il était rageux. Vous avez une idée du pourquoi, du comment? Ils se sont disputés le matin? Ah non, enfin, on était les meilleurs amis du monde. Enfin, comme toujours, on bosse ensemble. On est un petit groupe là, on est 3-4, on travaille tout le temps ensemble. Ça fait 10 ans qu'on bosse ensemble. On est des potes. Il y avait une histoire d'odeur dans la maison? Qu'est-ce que vous disiez sur leur... Enfin, C'était dur, hein. c'est-à-dire? Bon, des fois, on rentre dans des maisons. Parfois, il y a eu des morts. Là, vraiment, c'était dur, hein. Ça vous prenait au nez, puis vous aviez l'impression que ça vous rentrait dans tout le corps. C'était horrible. Et dès le début du chantier, ou c'est arrivé progressivement? Quand on a franchi la porte. Et cet événement, entre le début du chantier et vous êtes... Au bout de ça quelques s'est jours. passé Au bout de quelques jours sans problème. On a commencé à débroussailler le jardin. On a préparé le chantier, quoi. Par contre, il y avait des objets que vous aviez récupérés, rien d'anormal? Vous avez rien vu de particulier dans la maison? J'ai rien pris. Finalement, j'ai rien Non, pris. mais collègues. Non, Et pourquoi personne. avoir rien pris? Superstition? Je sais Par pas. rapport à... Enfin, j'ai un pote qui est mort, là. J'allais pas... Enfin, j'avais autre chose à penser que Ok. vider cette maison. Donc je suis parti comme ça. Et moi, j'y retourne pas là-bas. Hein. J'y retourne, mais seulement si l'affaire est réglée, quoi. Et l'origine de l'odeur, vous avez pas une idée? Ça venait plutôt du sol, de l'étage? C'était partout. C'était partout. À l'extérieur, rien. Bah, ça sent pas bon. Mais dès qu'on est rentré, ça nous a pris au nez. J'ai eu un haut le cœur, j'ai cru que j'allais vomir. On s'est regardé, on y va. On y va. Je gravis les marches, et là j'entends un cri en bas. Horrible. Horrible. Et depuis, vous vivez ça comment? La nuit, ça va, vous? Je fais mon peu diagnostic, psychanalyse. Ça va, j'essaie de... ça va. Ça va, c'est pas... Ça va. Ça va. Vous êtes croyant, Fabiano? Ah, bien sûr que Marqué. je suis croyant. Maquet, c'est obligé. Eh, Est-ce que, Ça que sauve. vous avez l'impression que ce pauvre Paddy aurait été possédé? Non. Non. J'avoue qu'il y a quelque chose qui m'a... Après, c'était des Italiens avant. Ah mais... Les Italiens. Je crois qu'ils étaient quand même très 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 pieux. On est pieux, hein. Nous, dans la famille, on est pieux. Mais je crois que eux, ils étaient encore plus pieux. Qu'est-ce qui vous faisait dire ça? Sentiment? Je sais pas. Un feeling. Vous verrez bien. Si vous y allez. Ouais. Peut-être que vous ressentirez ça, vous aussi. Et Paddy, il a été maîtrisé que par vous? Ou comment ça s'est passé la suite? Il était déchaîné. En fait, moi, Et j'ai après, il s'est juste calmé, tenu. ou... Non. Ouais. Je l'ai tenu. Du tout. J'ai crié pour que les copains ils arrivent. Ils ont tous raboulé, quoi. En fraction de seconde, on l'a mis au sol, on l'a maîtrisé. Il bavait, il avait les yeux révulsés. Il criait après un type qui avait les yeux jaunes. C'est le seul truc que j'ai compris de ce qu'il a dit. L'homme aux yeux jaunes, l'homme aux yeux jaunes. Une mandale dans les pommes, direct Roxbury. Et comment vous avez expliqué ça à la police? La même chose que ce que je viens de vous dire. Personne a eu d'autres symptômes de ce type-là ou de sentiment de perdre un peu raison? Non. Et c'est la première fois. Très bien. Ah, si je peux vous aider, hein. Ah, vous nous avez aidé, forcément. Ouais, si ça vous dérange pas, alors, il sort sa petite montre comme ça, une vieille montre à bout poussé, un petit peu défoncée. Il me reste à peu près 20 minutes pour manger. Après, il faut que je remonte là-haut. Donc, si ça vous ennuie pas, Monsieur Reynolds, je peux y aller? Ouais, vas-y, mon gars. Que faisons-nous, mes amis? Takeshi, vous êtes bien silencieux. Oui, je préfère m'imprégner de l'ambiance générale. Ça me parle plus que parfois bien des mots. Ceci pour dire que il me semble que tout nous pousse vers l'asile de Roxbury pour l'instant.
puisque les témoignages de première main des gens qui ont été dans la maison et qui ont vécu des choses dérangeantes trouvent actuellement. Si tant est qu'on arrive à les faire parler et à tirer quelque chose d'intéressant de leurs élucubrations, mais bon. Et il faudrait forcément que nous trouvions le moyen de rentrer dans cette maison. Tout ce qui est dit là est tout sauf rationnel. Enfin bref. Tout à fait. Hector, si vous avez moyen de nous faire rentrer dans cette maison, ou alors, qu'à échéance si c'est pas possible, peut-être est-ce que la garde cette nuit sera là, ou peut-être plus. Je sais que de rentrer par effraction c'est jamais très recommandé, mais enfin, tout nous pousse à devoir y aller. Hein. Une fois au restaurant, j'appellerai directement le commissariat pour savoir si le commissaire peut me recevoir. Négocier déjà peut-être directement avec elle, je pense que... On demande à Kurt d'aller chez René ? Tout ça m'a donné grand faim. Oui, si ça vous va, oui. Il est environ 13h, 13h30. Allons donc chez René, qui se trouve ici. Donc c'est sur Boylston Street. Donc vous rentrez dans un... Alors Boylston Street, c'est vraiment c'est l'artère un peu commerçante de Boston. Donc et culturelle. Donc il y a plein de clubs de jazz, il y a plein de restaurants, beaucoup de monde. C'est un peu la city. Vous rentrez dans ce très très beau restaurant. Où il y a déjà beaucoup de tables qui sont dressées et il y a pas mal de tables où déjà des personnes mangent. Et donc il y a quelqu'un très élégant, chef de table, un chef de service qui vient vous chercher et qui vous installe à une table qui longe justement cette baie vitrée, qui permet de voir un peu la ville s'animer aux alentours. C'est vraiment un restaurant à la française, il y a une odeur de beurre fondu, de sauce au vin, etc. Il y a une petite légère note de tabac blond, parce qu'il y a pas mal de gens qui fument, qui sont attablés. Donc c'est plutôt sol meunière et vin blanc, c'est un peu l'idée. Et macarons au café. Mais moi en tout cas je commande ça. Ça va bien. Est-ce qu'il y a un téléphone dans l'établissement ? Bien sûr monsieur, je peux vous l'apporter si vous le voulez. Très bien, parfait. Nous le mettrons sur la note. Oui. Après, si vous voulez plus d'intimité, nous avons des cabines à côté des toilettes. Non, pas de souci. Vin blanc, nous avons un petit pouillet fuissé. Vin blanc ? C'est autorisé. Disons que ici, dans ce lieu, nous bénéficions d'une certaine forme de dérogation. Vous devez avoir des amis haut placés. Enfin, votre patron, j'entends. Disons que nous avons une clientèle qui, bien souvent, est haut placée. Ah, est-ce que vous avez du chocolat noir ? Vous plaisantez, bien sûr. Le meilleur chocolat noir de la ville. Vous nous en mettrez un petit peu... Une tablette. Une tablette, absolument. Et ça sur la note. La note de... À quel nom, d'ailleurs ? Note. Ah, monsieur Arbuthnot. Arbuthnot, absolument. Oui, c'est son chauffeur qui nous a conseillé l'endroit et bah c'est oui, lui qui bien sûr. régale. Kurt, évidemment. Il adore le chocolat noir. Bien sûr. Donc vous disiez, mon cher Igor ? Oui, alors, je sais pas si vous souhaitez passer le coup de fil à l'instant, mais je vous proposais, sur ce moment de pause, d'essayer de rassembler un peu nos idées et les éléments que nous avons jusqu'à maintenant, pour un peu réorienter ou réordonnancer un peu nos prochains rendez-vous. Donc dans les faits marquants, ce que nous disions, il y avait l'histoire des yeux jaunes qui sont revenus 2 fois, cette démence. Alors, David médecin, j'ai pas connaissance que la démence soit contagieuse, mais j'ai l'impression que à proximité de cet établissement, tous ceux de près ou de loin deviennent plus ou moins aliénés. Puisque j'ai cru comprendre que c'était d'abord le mari, puis derrière la femme. Alors le buraliste, est-ce qu'il disait qu'il y avait eu des faits avant ? Je sais plus. Est-ce que c'est les éléments que vous avez eus, non ? Non, le buraliste n'a pas parlé d'autres cas. Il a simplement parlé de cette famille. Ouais, tout à fait. C'est peut-être intéressant de savoir au niveau de la presse s'il n'y avait pas eu des cas précédents. Il y avait le cadastre qu'on avait dit qu'il faudrait qu'on puisse aller voir. Peut-être aller interroger Paddy si nous pouvons. La famille Macario, qui ont l'air d'être encore présents dans l'établissement.
Je sais pas si ces personnes arriveront à vous parler, si elles sont vraiment dans un état d'hystérie ou de démence, elles ont dû être calmées avec des barbituriques ou d'autres Sédatif. médicaments. Je pense que nous nous en rendrons compte Oui. sur place. Et puis, encore une fois, nous trouver le moyen de rentrer dans cette maison. Oui, ça, je vais m'occuper de ça avec la commissaire. Et si elle refuse, ben, écoutez, nous procéderons à une autre sorte d'enquête, une investigation un peu plus... Par contre, j'ai été illégale. quand même... Absolument. J'ai été quand même marqué par le témoignage de Fabiano sur cette présence et ce côté oppressant dans la maison. C'est quand même assez curieux. Ouais. Puis une odeur pire que la mort, d'après ses dires, c'est pas commun. C'est peut-être pour ça que Monsieur Knott a fait appel à nous et pas à de simples détectives privés. Je commence à comprendre un peu plus, effectivement, Monsieur Panet. Comment voulez-vous qu'on procède après le déjeuner? Déjà, je vais essayer de voir si mon coup de fil donne quelque chose. Et puis ensuite, nous verrons bien. Monsieur Takeshi, parliez des journaux. Oui, tout à fait. J'allais y venir. Peut-être serait-il utile d'aller voir les archives, si on peut accéder aux archives des journaux, pour en apprendre plus sur le passé de cette maison. Peut-être que ce genre d'événement s'est déjà produit par le passé. Ça pourrait être utile d'aller voir. Messieurs, vos solbenières sont servies. Très bien. Bien. Monsieur Panet, Oui. vous passez votre coup de fil peut-être après manger? Quand est-ce que Oui, bah vous voulez que je m'absente ou je le passe avec vous? Oh, le repas est chaud, donc Oui. peut-être après manger. Finissons de manger, on commandera un dessert. Ok. Quels sont vos projets? Je vais passer ce coup de téléphone qui me titille depuis mon réveil. Donc, je demande au serveur de m'apporter le téléphone avec les profiteroles. Vous voulez que je compose pour vous un numéro? Commissariat central de Boston, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Je vous mets en relation avec la réception. Oui, allô, j'écoute. Oui, bonjour, Hector Panet. Je souhaiterais discuter avec la commissaire divisionnaire, mademoiselle Debrun. Ah, mademoiselle Debras, je vais voir si elle peut vous recevoir, c'est ça? Vous voulez l'avoir au téléphone? À sa convenance. Très bien. Si elle préfère que je passe, elle me dit ses horaires et je passerai la Je saluer. reviens tout de suite, attendez. Vous pouvez passer en début d'après-midi. Oui, Elle bien sûr. semble ravie de s'entretenir avec vous. Eh bien, très bonne nouvelle. Eh bien, écoutez, je passerai et je me présenterai au secrétariat. Très bien. Eh bien, bonne journée, en vous remerciant. Ok, vous avez Messieurs, rendez-vous, mon cher monsieur Panet, à 14h30. Très bien. Dans une petite heure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et On va le savoir. on va probablement pouvoir avoir un peu plus d'informations et probablement avoir un laissez-passer. De toute façon, vous allez faire peut-être vos différentes investigations, donc vous souhaitez que si jamais elle m'autorise, ce serait plutôt pour la journée de demain. Oui, demain, ce soir. Oui, demain, c'est peut-être mieux d'y aller au grand jour. Oui, on n'est pas... on n'a pas d'urgence, hein, autant... J'ai pas spécialement envie de refaire 6 jours de voyage alors que nous sommes arrivés qu'hier. Hein. Donc avec tout ça, on se propose de se retrouver peut-être à l'hôtel ce soir. À l'hôtel, bah oui, écoutez, Ça me Je semble vous très bien. attendrai. Oui. Nous pourrions dîner directement à l'hôtel et après rentrer chacun dans nos appartements. On débrief à l'hôtel et puis et pour préparer la journée de lendemain. Et on verra ce qu'on a réussi à avoir comme information cet après-midi. Excellente idée. Faisons comme ça. Le repas se déroule. Petit café, petit dessert, etc. Et puis, vous vous laissez sur le trottoir. Il pleut toujours. Et vous allez, comme ça, partir chacun de votre côté. Hector, vous allez directement aller vous rendre à pied jusqu'au commissariat. Vous allez avoir une petite vingtaine de minutes de marche. Une marche digestive. Et quant à vous, le chauffeur est là et il vous emmène à destination du Roxbury, du sanatorium de Roxbury. Je leur donne le chocolat noir. Il fait, monsieur est tellement bon,
merci. Vous remercierez Monsieur Knott. Oui, bien eu- sûr. Et une petite question, Kurt. Le cadastre, quel bâtiment devrais-je visiter si je veux en apprendre plus sur Oh, c'est au cette City maison? Hall, en fait, c'est à la mairie. Oui. Oh, ben, elle est juste Très à bien. côté. Attendez. Donc, il sort une petite carte. Elle est là, la mairie. Et quant à vous deux, donc, vous direction le Roxbury Sanatorium. Le temps que Hector arrive à pied au commissariat, vous avez quasiment fait la route pour aller au Roxbury. Donc vous quittez le centre-ville de Boston et vous empruntez cette avenue, la Columbus Avenue, et donc rapidement les habitations disparaissent. Après à peu près 20-25 minutes de route, vous apercevez le sanatorium comme ça qui se dresse au sommet d'une colline, encerclé d'une forêt complètement décharnée et qui est nimbée un peu de brume. La voiture se gare sur un parvis de gravier. Vous remarquez tout autour que c'est très peu entretenu, il y a des herbes hautes, vous apercevez de la lumière à travers les fenêtres, parce que le ciel est plombé, le ciel est sombre, que faites-vous? Je prends juste une seconde avant de sortir. Oui, D'accord. je sors de la voiture, mais je prends un moment malgré la pluie pour regarder un petit peu et les alentours, voilà. Tu es sur le perron et tournes le dos à la porte et tu vois autour de toi une campagne qui est très morne, dans des tons de gris, de bleu et d'ocre. Tu vois qu'il y a un sentier comme ça, complètement détrempé, c'est celui que vous avez emprunté, qui dévale la colline pour rejoindre la route. Tu te retournes et tu vois au-dessus de la porte une plaque rouillée en métal, presque illisible, qui annonce justement le sanatorium Roxbury. Et tu vois derrière toi, tu sens derrière toi Igor qui s'impatiente un petit peu d'entrer. Tu pousses la lourde porte, alors qu'en plus la pluie se met à redoubler à l'extérieur. Face à vous, il y a une sorte de couloir qui se termine par une autre porte métallique, à peu près à une dizaine de mètres. Le sol, c'est un sol de carrelage blanc. Il y a une odeur de désinfectant qui se mêle également à des effluves de moisissure. C'est très très humide. Et il y a quelques ampoules qui vacillent au-dessus et qui éclairent cette pièce d'une lueur fade et terne. Ça ressemble un peu à ceci. En fait, lorsque vous ouvrez la porte, il y a sur votre gauche une forme de guérite qui est dans le mur et de laquelle vous entendez une voix féminine. C'est pourquoi? Et là, vous vous tournez et vous apercevez dans l'encadrement d'une fenêtre, vous apercevez une jeune femme, une infirmière, tenue d'infirmière, ressemble à ça, qui a l'air un peu naïve. Elle mâchouille un chewing-gum. Voilà, et puis derrière elle, il y a un bureau, puis une salle un peu plus profonde, et vous apercevez un autre bureau avec un homme qui semble travailler de dos. Oui, donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous venez pour visiter quelqu'un? Bon, Bonjour. à vrai dire, nous sommes venus voir plusieurs personnes, si c'était possible. Monsieur Paddy O'Connell, il était disponible. Enfin, vous êtes médecin? Dr Kerensky, justement. Ah, bonjour monsieur. Je lui tends la main. Nous aurions souhaité nous entretenir avec ce patient, si c'était possible. Ah bah, enfin moi je peux pas vous donner l'autorisation comme ça, il faut voir avec le médecin de service. Le directeur, j'entends, oui, Oui, ou le chef le de médecin service. de service, oui. Est-ce que je peux m'entretenir avec lui? Ah oui, bien sûr. Docteur, il y a des gens pour vous. Et donc il y a cet homme qui est de dos, qui a une blouse blanche, qui se redresse, qui se relève, et il ressemble à ceci. Bonjour. Bonjour. À qui ai-je l'honneur? Dr Kerensky. Enchanté, cher confrère. Que puis-je Enchanté. pour vous? Alors, j'aurais souhaité m'entretenir avec certains de vos patients, si cela était possible. Écoutez, vous êtes psychiatre? Vous êtes aliéniste, peut-être? Aliéniste. Très bien. De renom. Désolé, dans ma petite campagne, je ne connais pas grand monde. Vous aimeriez vous entretenir avec qui? Alors, mon ami et moi-même, confrère. Alors, il y a monsieur O'Connell, je crois, que vous avez dû recevoir il y a peu. Ah, O'Connell. Foutu irlandais. Qu'est-ce que vous pouvez déjà me dire cliniquement? Ouais. Bah, il a dû s'envoyer un quelconque alcool frelaté, je ne vois que ça. Son cerveau est complètement cuit. Vous l'avez stabilisé depuis? On le sédate. Pas le choix. Car quand il se réveille, il pousse des hurlements, il crie à n'en plus finir. Il a des crises de démence incroyables. Et puis toujours, il a... Vous voyez, ça porte un nom, j'ai oublié. Ses yeux jaunes, là, il voit des yeux jaunes en permanence. Des yeux jaunes. Ouais. Bon, c'est son délire. Plein délirium. Donc oui, il est sous sédatif toute la journée, donc parce que si on le sédate pas, il est complètement hors de contrôle. Il se tape la tête contre les murs, il s'arrache les ongles sur la porte, enfin... Vous l'avez mis sous camisole, j'imagine? Non. Pas de ça chez nous.
Non, il est dans sa chambre. Les murs sont molletonnés. Non, on évite ces méthodes qui sont quand même très avilissantes. Est-ce que vous avez eu des cas similaires? Non. Ah, non. Si. Je dois reconnaître qu'il y a quelques points de similitude avec un couple de patients que nous hébergeons maintenant depuis bientôt 3 mois. Une famille d'Italiens, un couple. Ouais. Ils en tiennent une belle, ceux-là aussi. Hein. C'est-à-dire de la même manière, les yeux jaunes là. Ah, maintenant que vous m'en parlez, ah bah ouais. Ah oui. Ah bah dites donc. Ah oui, c'est quelque chose quand même. Vous êtes, vous avez de l'intuition. Ah oui, vous avez de l'intuition de renom. Enfin, effectivement, je n'avais pas fait le lien, mais vous dites vrai. Effectivement. Monsieur Macario, quand nous l'avons accueilli ici, ne parlait sans cesse de cet homme aux yeux jaunes. À bien y regarder, quand même, cet Irlandais évoque, semble-t-il, la même chose. C'est étonnant, surprenant, ça m'intéresse. Peut-être une nouvelle pathologie, la pathologie des yeux jaunes, qui sait? Justement, je réfléchis à voir s'il n'y a pas une étude à faire sur ce sujet, et je voulais justement pouvoir... Vous pensez que ce ne sont pas des cas isolés? C'est intéressant. Si vous m'autorisez à questionner vos patients. Mais si jamais il débouche de ces expériences, vous seriez gré de bien vouloir m'évoquer dans vos recherches. Forcément. Ah, merci. Docteur. Entre confrères, on s'entraide, n'est-ce pas? Absolument. Oh, mais dites donc, j'en reviens pas, vous avez raison. Peut-être une nouvelle pathologie. Comment ai-je pu passer à côté? C'est incroyable. Vous avez beaucoup de patients, vous pouvez pas être partout. Pas tant. Ah pas tant. Non, pas tant. Aucun d'autre à part les Macario et O'Connell. Là déjà on est bien, moi je trouve. Oui, non, là voilà, mais bon. mais vous auriez pas entendu parler de cas. Je crois que vous avez trouvé le truc là, cette pathologie des yeux jaunes. C'est intéressant. Intéressant. J'aurais trouvé un nom latin. Ouais. Hein, ça fait plus. Pour revenir à Paddy, ça va être compliqué. Parce qu'il est sous sédatif, il a une journée qui est assez rythmée simplement. C'est-à-dire qu'il est sous sédatif jusqu'à son dîner. Donc son dîner, c'est dans 1 heure environ. Et donc là, les effets en fait du sédatif qu'on lui administre progressivement disparaissent. Ça lui laisse le temps de manger. Et lorsqu'on lui donne à manger, hop, c'est reparti pour un tour. Et voilà. C'est reparti pour un tour. Donc, il y a un laps de temps assez court pendant lequel il est dans une sorte d'état un petit peu cotonneux où on peut envisager des choses. Je sais pas ce que vous envisagez, mais ça risque quand même d'être compliqué parce que il est un peu entre deux mondes, vous voyez. Est-ce que vous m'autoriserez à faire une séance d'hypnose avec lui? Si dans ce laps de temps, vous pouvez mettre en place une séance d'hypnose, bien sûr, je serais ravi d'assister à ça. Ce sont des nouvelles pratiques dont j'ignore tout. Je suis à votre service. Bah écoutez, si vous avez moyen d'organiser ça dans une pièce adaptée... Faites ça dans sa chambre. Vous savez, il a très peu de temps, c'est compliqué, il vaut mieux... Bah écoutez, je vous suis, donnez-moi la fenêtre de tir à propos et... Bon, vous avez on a une petite demi-heure devant nous. Si vous voulez rencontrer pendant ce laps de temps les Macario... Avec grand plaisir. Ça sera, on va dire, plus simple. Hein, parce que lui, de toute façon, il est complètement fou. Allons-y de ce pas. Très bien. Et pendant ce temps-là, mon cher Hector, donc le commissariat principal de Boston, il est installé dans l'ancienne mairie de Boston, en fait, depuis le milieu du 19e siècle, sur Washington Street. T'es sorti de resto, t'as pris Washington Street quasiment jusqu'au bout. Donc t'as une large volée de marches en granit qui mène à une porte imposante, flanquée de colonnes corinthiennes, une enseigne en métal martèle, Boston Police Headquarters. Donc là, c'est le début de l'après-midi, les 14h à peu près. Donc quand tu rentres, tu arrives dans un large hall de marbre blanc, éclairé par un lustre en laiton, et tu as un bureau d'accueil qui prône comme ça à l'entrée, et puis derrière, tu as toute la salle des agents, c'est ce que tu as sur l'image, avec les gens qui bossent, et tout au fond, tu devines des bureaux qui sont vitrés, avec des officiers certainement qui y travaillent, ou des personnes du service administratif. À l'entrée, il y a un major qui est dans un uniforme impeccable. Tu vois sur le côté, il a un immense tableau noir qui porte le nom de tous les officiers de service. Et donc, au moment où tu arrives, le gars, il est plongé dans ses papiers et il sent ta présence, mais il lève pas les yeux vers toi, il fait « Que puis-je pour vous ?» Hector Panet, bonjour monsieur, j'ai rendez-vous avec la commissaire divisionnaire. Vous avez rendez-vous avec Madame Debrun ? Absolument. Attendez, je vais voir si elle est disponible. Il y a quelqu'un pour vous. Un certain... comment vous appelez déjà ? Hector Panet. Un certain Panet. Étonnant comme nom. Vous le recevez ? Apparemment, elle vous reçoit. Bien sûr. Elle est pas commode.
Il arrive. Bon, je vous accompagne. C'est beau. Et donc, vous traversez tous les deux, donc tu le suis, et tu traverses une salle qui est remplie de gens qui travaillent, tapent des rapports à leur machine. T'as cette odeur, ça fume aussi, donc t'as cette odeur de tabac brun un peu partout. Les voix des gars qui s'interpellent, des gens qui rentrent de mission, donc qui posent du matos, donc c'est très 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 bruyant. T'arrives au fond, des bureaux vitrés, puis une petite plaque métallique en bronze sur lequel tu as marqué commissaire divisionnaire. C'est là, il tape. Bien, je vous remercie. Je tape. Bon courage. Bonne chance. Bonne chance. Vaille que vaille. Je tape au bureau, pas sur la vitre. Entrez. J'entre. Tu es ébloui par la lumière. Il y a une grande baie vitrée qui donne sur la ville, mais comme tu étais dans un espace qui était assez sombre, tu vois une silhouette de dos, une silhouette que tu connais, d'une femme, qui une fois de plus a les mains derrière le dos comme ça et qui regarde à travers la vitre. Et tu entends sa voix. Hector, qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? Elle se Tout d'abord retourne. la courtoisie. Elle se retourne et tu reconnais ce regard un peu froid, ce regard décidé. Elle ressemble à ceci. Bonjour Hector. Ça fait bien Bonjour. longtemps maintenant, n'est-ce pas? Effectivement. Que me vaut votre visite ici dans notre très belle ville de Boston? C'est une visite de courtoisie. Comme vous l'imaginez, ce n'est pas la seule raison de mon passage. Oh là là, je vous vois venir, vous. J'aurais bien passé 6 jours dans une petite cabine miteuse d'un bateau juste pour vous saluer, mais malheureusement d'autres affaires m'ont invité dans votre ville. Que puis-je pour vous dans ce cas-là? J'ai parmi mes connaissances un certain Harvey Knott que vous pouvez peut-être connaître déjà. Oui, mais je crois savoir où vous voulez en venir. Et là, je vais vous arrêter tout de suite. Si cela concerne, voyons, Hector, si cela concerne la maison sur Cambridge Street, je suis bien au regret de vous dire que je ne peux pas faire grand-chose. Et pourquoi cela? Les scellés sont posés. Va falloir attendre que les services de la forensic aient fini leur travail. Ça fait Comprenez? déjà plusieurs jours là. Qu'est-ce qu'ils font tes gars? Oui, ils sont sur plein de choses en même temps et step by step. Sinon, ça serait effectivement réglé depuis longtemps. Mais il y a quand même en ce moment une recrudescence de criminalité dans cette ville, et même si cette affaire a l'air d'être un simple règlement de compte d'ouvriers, je ne suis pas d'accord. C'est pour Je suis ça. ici pour cette maison. C'est ce pour n'est ça pas que je qu'une déroule affaire. autant de précautions sur ce qui s'est passé dans cette maison. Très bien. Et qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Oh. cette maison? On se tutoie maintenant. Je ne sais pas. Alors, c'est-à-dire que je ne suis pas vraiment que vous- contre l'idée, mon cher Hector, que nous puissions échanger sur un mode un petit peu différent. Un peu plus familier. Quand même, je trouve ça un petit peu cavalier. Toutes mes excuses. Non, vous êtes excusé. Allez, je t'excuse, Hector, pardon. C'est mon côté fougueux. Ah, Belge. oui. Tu as loupé le coche. Ok. Donc cette maison, elle a quelque chose de particulier. Enfin, je suis déjà un petit peu au courant de la famille qui a fini dans un asile, de ce... Il y a Travailleur eu de cet ouvrier. énormément d'histoires sur cette maison. Pour être complètement honnête, il s'est passé beaucoup de choses. Si tu veux accéder aux archives et regarder un petit peu les documents que nous avons, je te connais, tu es talentueux. Les scellés sont posés. Donc là, il va falloir attendre le passage de la forensic. Mais te sachant dans la ville, je peux faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite. Parce que je pense que pour le coup, tu pourrais être d'une aide substantielle. Moi aussi, j'ai la pression du proprio. Hein. Je sais que Note, il veut que les travaux reprennent au plus vite. C'est pas mon affaire. Moi, ce que je veux, c'est que la justice soit rendue, qu'on attrape les criminels, qu'on les enferme, qu'on les juge. Il y aurait quelqu'un d'autre, Ange, de coupable. J'ai bien cru comprendre que ce Paddy, il y a un témoin qui l'a Moi, vu massacrer. Je suis pas du tout, tu me connais un peu, je ne suis pas du tout quelqu'un de superstitieux, je suis quelqu'un de très rationaliste, je suis même très cartésienne, aristotélicienne et j'en passe. Il y a quand même des choses autour de cette maison qui m'interpellent. C'est pour ça que j'ai décidé d'y mettre les moyens en fait et de... Ok, il s'est passé un truc là, tout récemment, il s'est passé un truc il y a 3 mois, il s'est passé un truc il y a 10 ans, il s'est passé un truc il y a 20 ans, ça arrête pas en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une secte? Est-ce qu'il y a des gens qui œuvrent là? Est-ce que c'est un club de gangsters? Est-ce que c'est un club de gangsters de génération en génération? J'en sais rien. En tout cas, moi, j'en suis sûr, ce Paddy, en fait, est plus une victime qu'un coupable. Oui. C'est ça mon point de vue.
Ça a l'air d'être aussi notre point de vue. Tu sais que si j'ai traversé l'océan, c'est pas... je veux dire, il y a la police, il y a des détectives privés. Donc je pense que si Monsieur Knott a fait à mes services ainsi qu'à ceux de mes collègues, c'est que lui-même doit déceler sans l'avouer que quelque chose ne tourne pas rond dans cette maison. Et mon travail, au-delà de débarrasser la maison pour qu'il puisse la détruire, c'est surtout essayer de s'apercevoir, voir si quelque chose d'un petit peu psychique, paranormal, fantastique est là. Ça vraiment, ça non, tu vois. Pour moi tout ça est... Je pense qu'il se passe quelque chose dans cette maison de très terrestre. Mais j'aimerais comprendre. Donc, écoute, je te donne les clés des archives. Tu descends aux archives. T'as pas besoin de chercher très longtemps, il y a 2 choses importantes que nous on détient ici. Je te les remets. Je demande à te les faire monter, ça sera plus simple. Elle appelle une secrétaire et elle lui dit allez chercher la pièce, la fuite de Thomas. Et également le procès verbal XK 387R, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Tu veux un café ? Un thé plutôt. Un thé, très bien. Quelques minutes plus tard, cette jeune femme revient et pose sur le bureau de dossier. Le premier de ces dossiers ressemble à ceci. Je te le confie, il va atterrir dans votre journal de campagne, d'accord ? Donc vous pourrez tous le consulter. Ah, vous avez déjà écrit des choses dedans, c'est super. Ah, moi. Ah mince, désolé. Non, mais c'est très bien. Il faut, ça vous appartient. Je te laisse compulser librement. Pendant ce temps-là, si je retourne à nos amis de Roxbury. Parfait. Vous étiez là, vous étiez dehors, et vous êtes dans le vestibule médecin et ta secrétaire infirmière de service ce jour-là. Il sort et il se rapproche de la porte métallique qui sépare en fait l'accueil public de l'aile où sont gardés les patients et pensionnaires dangereux. Et vous l'entendez qui glisse la clé dans la porte et qui ouvre de nombreux verrous, et vous accédez à un couloir. Et là, il vous dit... Faisons donc le tour du propriétaire. Sur votre droite, un spécimen tout fraîchement débarqué. Il ouvre le Judas et vous dit « Oula, pas très beau à voir tout ça. » Oula. Je suis désolé. Vous apercevez le corps d'un jeune homme à moitié dénudé, couché comme ça, recroquevillé sur lui-même dans le bac à douche. Et de là où vous êtes, vous apercevez qu'il y a comme une flaque d'urine et qu'il est dedans. Ouais. Il est couché à moitié nu dans cette flaque d'urine. Et pourquoi est-il chez vous ? C'est pas dit O'Connell. Ah, c'est lui. Ah oui. Je l'avais pas reconnu. Dans quel état est-il ? Moi, surtout, ce qui m'étonne, c'est comment il est descendu de son lit alors qu'il est sédaté. Méfions-nous. Vous croyez que nous pouvons entrer sans crainte ? Mademoiselle, apportez ma petite matraque. Il ouvre la porte métallique comme ça. Et d'un coup, vous êtes pris par une odeur d'urine très très forte. Ouais. Mademoiselle Jenny, s'il vous plaît, venez m'aider à le soulever, nous allons le mettre contre le lit. Nous allons l'adosser contre le mur. Vous l'avez déjà vu dans cet état ou c'est la première fois ? Plus grand chose qui nous surprend. Oh, très bien. Vous voyez qu'il est là, il reprend un peu ses esprits, il fronce les sourcils comme ça, c'est un gamin, il ressemble à ça. Il paraît conscient malgré tout ? Non, tu vois, il bave, il a ses lèvres qui tremblent, il a tout son corps qui tremble, puis il se met à crier comme ça, il fait... L'homme aux yeux jaunes, il est là, il me regarde. Alors qu'il a les yeux encore fermés, il bave en même temps, et là, le docteur Cameron, un peu impuissant, il se tourne vers toi et fait, je pense que ça va être compliqué là quand même. Non, Mademoiselle Jenny... Non. Laissez-moi essayer. Peut-être qu'il faudrait lui donner quelque chose. Je préfère qu'il soit encore conscient si ça vous gêne pas. Ok. Donc, on le tient. Oui. Mademoiselle Jenny, aidez-moi, tenez-lui le bras, on sait jamais. L'idée, c'est de ne pas le violenter, rien que ce soit. Laissez-moi... Je fais tout comme vous me dites. J'admire le maître. Je m'y connais pas vraiment là-dedans, mais j'essaie de faire une approche la plus professionnelle qui soit pour le... Faire un pendule ? Absolument. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps, mon cher Takeshi ? Alors, fidèle à mon habitude, sans trop mettre les pieds dans la cellule, j'essaye j'allais dire m'imprégner de l'environnement, mais pas trop. Mais non, je scrute les murs, s'il a écrit... Il aurait gratté, griffonné, rayé quelque chose sur les murs. J'essaye d'observer vraiment toute la scène avec grand intérêt. Vous pouvez retirer vos casques ? Pas mal. Alors, mon cher Takeshi,
T'es dans le couloir. Tu vois, t'es sur le pas de porte. Tu vois ton ami de dos qui sort son pendule, comme ça. Et t'as l'impression, tu vois, il fait ce mouvement naturel, il sort le pendule. Et t'as l'impression que, d'un coup, tout se met presque à l'arrêt. Il se met au ralenti, comme ça. Et tu vois le pendule qui monte et qui commence à descendre. Tout est au ralenti, sauf toi. Et tu vois, à travers la silhouette de ton ami, tu vois derrière lui passer assez rapidement dans une autre temporalité, un peu comme la tienne, comme deux petites sphères jaunes qui tournent un petit peu, qui ressemblent à des yeux effectivement, et qui tournent un petit peu dans la pièce. Et puis, tout de suite, subitement, tu vois la boule du pendule qui se remet à chuter normalement avec la gravité et qui tourne et tout a disparu. Et tout a repris son rythme normal. Messieurs, c'est bon. Merci. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez déplacer vos tokens dans les pièces? On n'est pas très map quand même dans la façon de jouer parce qu'on oublie de le faire, à la différence de plein de gamers. Mais voilà, donc moi je vais déplacer effectivement. On est plus roleplay nous. Takeshi est sur le pas de porte. Lancez s'il vous plaît, mon cher Igor, un test sous hypnose. Pendant l'espace d'un instant, le garçon, parce que c'est un ado en fait, c'est un peu assagi. Il s'est un peu calmé. Tenu d'un côté fermement par le docteur Cameron et de l'autre par l'infirmière. Ses yeux se révulsent et ses paupières s'agitent comme ça fébrilement. Mais il a l'air d'être beaucoup plus calme, même si intérieurement il a l'air d'être survolté. Fais-moi ce test d'hypnose, s'il te plaît. Ouais. Je pense que ça passe, hein. Ouais, je pense aussi. Très bien. J'essaye de le... Tu peux le faire en roleplay ? Ouais, enfin, pas grave, t'improvises. J'essaye autant que faire se peut d'attirer son attention, de le concentrer sur moi et sur mon pendule, qui se concentre sur ma voix et je lui dis le plus simplement possible qu'il se calme, qu'il regarde, qu'il se passe rien, qu'il est avec moi et qu'il doit se détendre au fur et à mesure et arriver à un moment au bout de 5. Tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu sera complètement dissipé et il sera totalement calme. Et je compte jusqu'à 5, et à 5 je fais clac. Et quand tu as fait clac, ses yeux s'ouvrent grand, il fixe un point invisible à travers toi, il te regarde sans te regarder, et il te parle. C'est l'homme aux yeux jaunes. Il m'a demandé de tuer mon compagnon, Tim. Il m'a dit qu'il préparait un mauvais coup, qu'il voulait tout voler et abattre Fabiano et moi. Et l'homme aux yeux jaunes était là à côté de moi, il me disait « C'est de la légitime défense. Fais-le avant qu'il ne le fasse. » Et puis, il a pris ma main et il m'a fait pointer du doigt à la massue qui était contre le mur. Il m'a dit de la prendre et que si je le faisais, je serais sauvé et que Fabiano aussi serait sauvé. Alors je l'ai fait et j'ai eu des visions de Tim en train de tuer ma femme et mes enfants. Et là, c'était plus fort que moi. J'ai tapé, sans m'arrêter. Et il regarde fixement, et ses yeux se ferment très doucement. Et son visage retombe très doucement. Un filet de bave commence à couler, et tombe presque au ralenti sur sa chemise blanche. Et puis plus rien. Il respire. Mais doucement. Il grogne un peu. Il bave. Mais il est plus là. Très bien. Je dis au docteur Cameron de remettre le patient dans le lit et de le sécuriser, en fait. Ok. Très bien. C'est tout. Après, j'allais me rapprocher justement de mon ami et échanger avec lui. Écoute, quand tu finis ta petite séance d'hypnose, ta brève séance d'hypnose, tu te retournes et tu vois Takeshi qui est complètement, pas les yeux dans le vague, mais voilà, qui regarde pas du tout concentré sur ce qui vient de se dire, sur ce qui vient de se passer, mais l'air complètement perdu, qui fixe un coin de la pièce, les yeux rivés sur quelque chose dans un coin de la pièce, mais pas forcément sur l'action. Naturellement, je
je regarde ce qu'il regarde, parce que j'ai l'impression de voir quelque chose, et après je m'approche de lui et Takeshi, tout va bien? Alors déjà, est-ce que j'ai vu quelque chose? Non, tu n'as rien vu. Voilà. Tu n'as rien vu de spécial dans la pièce. Je te répondrai seulement d'un bref haïku laconique. Des yeux de braise vifs gravés au fond de son crâne. Il rit dans la nuit. Voilà. Ça va t'aider. Ok. Bon, on restera là-dessus. Oh si, c'était bien. Retournons à Boston. Cher Hector, vous êtes toujours au commissariat, dans le bureau de Kim DeBrun, votre ami. Qu'envisagez-vous? C'est tout ce que tu as sur cette maison, Kim? Oui, c'est déjà pas si mal, non? Oui. Ça interpelle. Enfin, il y a quand même eu cette histoire de... Enfin, on a perdu Oui, des hommes, il y a eu des gamins qui ont été retrouvés morts. J'entends bien, mais ça, c'était il y a une dizaine d'années. Peut-être même un peu plus. 12 ans et avant. Ah non, on a que ça, nous. Hein. Tu as pas parlé de 20 ans? Non. De choses qui Ça sont doit être passées une il y a confusion. 20 ans? Non, on a que ça, nous, dans nos archives. Attends, je vais être sûr, hein, je vais pas dire de bêtises. T'en bouge pas. J'avais noté 10 ans et 20 ans, mais c'était peut-être exactement la même chose. Ouais, c'est la même chose. Toi, t'as le document sur la descente de police? Oui. Et t'as en plus... Le portrait robot, le portrait robot et l'avis de recherche. Oui, j'allais y venir. Plusieurs questions, tu me connais, hein. Première question, ce Ellsworth, là. Ellsworth Dunn, Lust. On peut le trouver encore à Boston? Conseiller municipal, ça ne disparaît pas comme ça. Ouais, mais enfin... Pas d'informations? Vous avez pas enquêté sur lui? Si, mais je pense qu'on n'a rien trouvé. Sinon, il y aurait eu des compléments au dossier. Parce qu'il a été aperçu dans cette chapelle, et peu de temps après, 2 ans après, il s'occupe d'enterrer le dossier de Michael Thomas. Je pense qu'il a disparu des radars, parce que sinon on aurait eu des éléments au dossier. D'accord. Et ce Michael Thomas, il faisait partie des kidnappeurs d'enfants, des meurtriers d'enfants? Oui, je crois même qu'il était... responsable. Oui, je pense qu'il est même au cœur du projet, oui. Il était déjà un petit peu connu de ses services, mais jamais avant. Tout à fait. D'accord, donc ce serait le responsable. Bon, j'imagine qu'il a disparu, ce Michael Thomas, lui aussi, des radars. Très certainement. Très bien. Et les différents agents qui étaient là, le détective James Barrister, vu que je pense que c'est le seul survivant. Il a pris sa retraite et on n'a plus de nouvelles de lui. Très bien. Et les scellés, tu penses qu'il vous faudra combien de temps pour les retirer? Je t'avoue que j'ai vraiment envie de visiter cette maison, encore plus maintenant. Ouais, je comprends, mais laisse-moi quelques heures. Je vais essayer d'accélérer les choses pour que les gars interviennent demain matin. Vous êtes descendu où? Vous êtes où là, l'hôtel? Au Brunswick. Ah, il y en a qui se payent de rien. Sans prétention. Oui, oui, bien sûr. Bah écoute, tu pourras m'inviter à y déjeuner une fois que cette histoire sera terminée. Tu aimes manger français? Ah, chez René, bien sûr. Allez, je t'invite chez René et c'est Monsieur Knott qui paiera. Je fais passer un message demain à l'hôtel. Tu auras la validation ou non demain avant midi. Je vais transmettre un message pour aller voir le réceptionniste où il déposera un mot dans ta chambre. Très bien. Excellent. Je vais essayer de faire en sorte qu'ils interviennent demain matin. Très bien. Moi aussi, j'ai envie que la lumière soit faite sur cette histoire. Je n'oublie pas ta promesse de chez René. Avec plaisir. Je compte rester quelques jours à Boston avant de rentrer. Profitons-en. Que faites-vous maintenant, Hector? Eh bien, je vais quand même faire mon petit tour au cadastre, comme j'avais prévu, passer par la mairie, histoire de me renseigner sur les origines de la maison. Parfait. Donc tu vas au cadastre.